Bonjour et bienvenue, Monsieur Couture. Bonjour. Vous êtes journaliste sportif en France, actuellement chef des sports au journal Midi Libre. Vous avez construit votre carrière en passant par des rédactions reconnues comme l'Indépendant du Midi et l'Équipe. Votre parcours académique vous a aussi emmené à faire premièrement du droit à l'Université de Montpellier, puis au journalisme, en passant au Centre universitaire d'enseignement du journalisme à Strasbourg. Donc, vous êtes spécialiste du sport et plus particulièrement du rugby. Vous êtes un auteur reconnu avec votre livre Le Cri, qui retrace le parcours du rugbyman Bernard Gouta. Donc, ce livre, il allie quand même une émotion, une analyse. Ça offre une vision engagée du journalisme. Parce que Bernard Gouta, du coup, il y a un héritage harki et l'univers du rugby. Donc, ce livre, il a eu une reconnaissance littéraire en remportant le prix Odette Coste par le jury des vendanges littéraires. Donc, aujourd'hui, vous allez nous partager votre parcours, votre métier, mais aussi vos ambitions pour l'avenir afin aussi d'aiguiller les étudiants qui s'intéressent à l'univers du journalisme. Votre première question, est-ce que vous pouvez d'abord nous apporter un peu plus de précision sur votre parcours? Alors, mon parcours universitaire date d'il y a une trentaine d'années. Je ne sais pas s'il est encore représentatif aujourd'hui, mais néanmoins, ça peut donner un partage d'expérience. Très classiquement pour l'époque, donc c'était dans les années 90. J'ai une licence de droit public et je voulais avoir une licence qui est l'équivalent d'un bac+3, qui était une des conditions sine qua non pour passer les concours d'école de journalisme. Ce que j'ai fait, à l'époque, il n'y avait que 7 écoles reconnues par la Convention collective des journalistes. Donc, c'était véritablement un passeport pour devenir journaliste, hein, d'accéder à une école. C'est ce que j'ai fait en tentant les concours. J'ai été pris donc à Strasbourg, c'est une école de 2 ans qui offre un master. Et en fait, après, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à la fin de mes études, j'arrive, on est au début des années 2000, et j'ai été immédiatement embauché par le journal L'Indépendant à Perpignan dans le cadre des 35 heures. Je suis un poste 35 heures. Je serai arrivé sur le marché du travail après. Peut-être qu'aujourd'hui, je serai pigiste ou notre parcours. Ce que je pourrais dire par rapport aux études, une des richesses du journalisme, c'est qu'il n'y a pas de porte d'accès tracée. Je le vois parmi tous mes collègues, parmi tous les confrères. Il peut y avoir des journalistes qui ont fait des écoles de journalisme, d'autres qui se sont faits par eux-mêmes, d'autres qui ont fait du droit, de fac de lettres, d'autres qui n'ont pas fait d'études. Si vous l'avez dans le ventre, si vous avez la passion du témoignage, de l'histoire, si vous avez vraiment envie de percer dans ce métier, c'est tout à fait possible. J'ajoute que depuis l'explosion d'Internet et l'arrivée de l'intelligence artificielle, euh, le métier de journalisme a beaucoup varié et fait appel aujourd'hui à plusieurs corps de métier, entre guillemets. Des community managers sont arrivés, des spécialistes vidéo sont arrivés alors qu'on est dans une entreprise de presse écrite. Il y a une diversification, je trouve, qui est plutôt sympa, saine, et qui crée de l'émulation. Et c'est encourageant, je trouve, pour les étudiants. C'est-à-dire que si on veut le faire, il faut vraiment les portes sont grandes ouvertes, en fait. Il n'y a pas de barrières ou d'études toutes tracées pour devenir journaliste. Voilà. Si vous avez des aptitudes, qu'elles soient écrites ou des aptitudes de narration vous pouvez embrasser ce métier sans aucun souci. C'est super encourageant en tout cas d'entendre ça. Parce que souvent, du coup, on a souvent des idées préreçues comme quoi aussi le journalisme, ça devient de plus en plus compliqué. C'est aussi un beau message à envoyer aux jeunes. C'est pas faux. Alors la difficulté, c'est que les embauches sont encore rares, hein, depuis 20 ans. C'est quand même un secteur en crise. Le télescopage d'Internet a fait que bon ben le modèle économique est en crise un peu partout, hein, donc je pense que le plus dur est derrière nous. Je pense qu'il y aura de nouvelles vagues d'embauche. Je dirais surtout que la pratique du journaliste aujourd'hui, on a besoin des jeunes parce qu'il y a beaucoup de technicité, de réactivité, de formats plus courts, de formats vidéo, des façons de faire et des narrations nouvelles dans lesquelles excellent les jeunes. Moi, je vois, pour donner l'exemple du service des sports, il est sûr que si vous me demandez à moi, 51 ans, de faire un podcast ou de raconter une story sur Instagram, je vais avoir des difficultés peut-être, alors qu'un jeune va arriver, va faire ça très rapidement. Au final, ce qui est très bien, c'est que ça fait tout ça, ça fait un mélange, une harmonie de services dans laquelle on est dans la modernité, mais il faut aussi savoir faire un portrait, un reportage, et ça, c'est pas à l'ancienne, hein. Raconter une belle histoire, ça reste encore d'actualité, et quels que soient les supports papier, Internet, ou les narrations, que ce soit un format court ou long, le but, il reste le même, raconter une bonne histoire. Du coup, vous êtes passé du droit au journalisme. Et est-ce que vous avez directement été assigné au département des sports? Alors, c'était un désir intime de vouloir travailler au sport, mais je me suis, et comme tous mes collègues autour de moi, nous sommes journalistes d'abord.
Nous nous sentons D'accord. journalistes, c'est-à-dire que nous avons une déontologie, des règles à respecter, nous avons la passion du témoignage, nous nous sentons journalistes. Alors il se trouve qu'après, nous sommes spécialisés en sport, c'est assez particulier, ce sont des horaires, il y a beaucoup d'horaires de nuit, de week-end, des formats très intenses, quand vous couvrez un match avec un horaire de bouclage à respecter, c'est une adrénaline quand même assez extrême, mais je vais le dire un peu trivialement, le journaliste sportif qui se plaint est pour moi un petit escroc, parce que c'est une vie très intense, très épanouissante, puisqu'à travers le sport, vous pouvez aborder de multiples secteurs, sport et politique, sport et économie, de l'histoire, de la sociologie avec les supporters. Ouais, ça embrasse tellement de matière que travailler au sport, au-delà même de la passion strictement sportive, c'est vraiment hyper épanouissant professionnellement. Ça, c'est intéressant aussi que vous puissiez lier plusieurs sujets. Donc, quand par exemple, il y a une grosse histoire qui peut-être touche l'économie, est-ce que vous travaillez en liaison avec le département économique ou est-ce que c'est vraiment aussi vous, dans votre métier de journaliste et votre analyse, que vous construisez cette histoire? Alors, ça peut, c'est même encouragé. Si nous sommes tous salariés ici, donc la force de Midi Libre et des autres entreprises de presse, c'est de travailler en groupe, ensemble. Quand vous êtes plusieurs à balayer un sujet, vous faites quasiment l'opinion parce que vous êtes très exhaustif, vous balayez l'ensemble du sujet concerné, ce qui fait que le lecteur, a priori, quand il a une offre qu'il estime satisfaisante, ne va pas voir ailleurs ou n'a pas besoin de solliciter d'autres médias pour être au courant de la matière qui l'intéresse. Ok. Donc le travail à quatre mains et interservice, oui, c'est encouragé, c'est productif et c'est très efficace. Et est-ce que vous pouvez me décrire un peu une journée type en tant que journaliste et peut-être plus précisément dans votre spécialité? Ou Alors, peut-être que ça peut être aussi plus général. le principe de la journée type, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Ok. C'est pour ça aussi, ça fait partie aussi des attraits de ce métier, d'avoir des horaires beaucoup plus libres et souples que la normale, sachant que le sport, c'est quand même un calendrier. Il y a quand même des matchs tous les week-ends, dans tous les sports, dans toutes les disciplines, il y a plusieurs poules, divisions. Donc, si vous voulez, ça balise bien la semaine. On sait qu'on a une conf de presse tel jour, dans tel sport. Bon, il y a quand même ce calendrier qui lisse la journée et qui fait que on a des figures imposées, entre guillemets, quoi. Mais après, et c'est tout, si vous voulez, le sel de ce métier, c'est que c'est l'actualité qui va forger votre journée. Là, aujourd'hui, je vous réponds parce que j'ai une après-midi où, a priori, je n'ai pas trop à écrire, j'ai rien d'urgent à faire, mais j'ai dû annuler 3 rendez-vous avec vous parce que il m'est tombé une info directement. J'ai eu un rendez-vous, une interview qui n'était pas prévue. Je vais manger, je vais pas manger. Si vous voulez, c'est cette vie qui est exaltante, mais qui peut être très variable. Je vais donner un exemple. Pendant les Jeux Olympiques, qui étaient en France, toutes les rédactions sportives et même autres qui se sont associés à l'événement ont vécu 3 semaines d'une intensité extrêmement rare. Pour donner juste l'exemple de Midi Libre, on a sucré quasiment tous les jours de repos de tous les journalistes pour être là de façon assidue pendant 3 semaines. Alors c'est un sacrifice personnel et familial, mais c'est une exaltation professionnelle, franchement, sans pareil. Tous les journalistes sportifs qui ont vécu et couvert les JO s'en rappellent et s'en rappelleront encore. Vous parlez de votre famille, enfin, de lier ça aussi avec la famille, parce que vous êtes de partout, des fois il y a des choses imprévues. Avoir cette vie professionnelle plus une famille à côté, ça peut être aussi un challenge, non? Alors, d'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment pire que nous, hein. On va pas se Mhm. plaindre, si vous voulez, d'avoir des horaires un peu fluctuants, un peu difficiles. Nous l'avons choisi. Quand vous Oui. travaillez dans un service des sports, vous êtes en connaissance de cause. Vous savez que le sport se pratique le week-end. Vous savez qu'il y a des horaires de nuit, que les matchs, c'est souvent le soir, etc. Euh, les journalistes sportifs sont aguerris à ce rythme. En général, ils sont habitués et ils viennent le faire en connaissance de cause. Alors, naturellement, que dans une vie personnelle ou de couple avec enfants, ça peut être un petit peu compliqué, mais j'ai envie de dire, pas plus ni moins que quelqu'un qui travaille de nuit ou qui a d'autres soucis, etc. Donc bon, il faut composer, mais c'est vrai que vous êtes en décalage parfois avec la société parce que vous travaillez le week-end. C'est ça principalement, des fois, qui est un petit peu gênant, mais un journaliste qui est au bord d'un terrain pour assister à un match, il sera toujours heureux. Dans vos sorties, vos interviews, vous avez aussi pu découvrir d'autres métiers, donc liés au domaine du journalisme peut-être, que vous n'aviez pas aussi entendu avant. Alors, d'autres métiers, pas forcément, mais c'est un métier de rencontre, journaliste. Donc, fatalement, dans le lot, les années passant, vous rencontrez fatalement à un moment ou l'autre des personnalités pas hors du commun, mais parfois, des présidents de clubs, des joueurs. Vous avez mentionné Bernard Gouta tout à l'heure, c'est une personnalité au charisme absolument incroyable. Donc oui, des rencontres. Alors ça fait très bateau de dire les rencontres, mais vous apprenez toujours des choses, évidemment, et vous rencontrez des gens et vous assistez à des situations. Euh, Voir une finale de Coupe du Monde, par exemple, c'est un moment privilégié. Le journaliste doit en avoir conscience. C'est un moment absolument privilégié. Donc, si vous voulez, c'est une vie.
qui sort un petit peu de la normale, dans le sens où vous voyagez aussi. Par exemple, ce dimanche, il y a en rugby le tournoi destination Italie-France. Le journaliste dédié au rugby ira couvrir le match à Rome. Donc vous avez les rencontres de personnes, mais j'ai surtout envie de dire les lieux que vous découvrez aussi. Ça permet de voyager, et pas seulement à l'étranger, hein, mais de découvrir, voilà, de faire vos valises, on peut Oui. dire comme ça. C'est aussi une belle vision du métier de pouvoir voyager, rencontrer aussi pas mal de monde et c'est ce qui vous passionne aussi. C'est la partie idyllique, c'est une des parties idylliques. Il faut savoir que, alors, c'est drôle, hein, à chaque fois on en rigole, quand on part en week-end ou pour une période de quelques jours pour aller faire un sujet, l'ensemble du journal, spontanément, allez, bonnes vacances, régale-toi bien, genre on va faire la fête, on part. Non, quand quelqu'un part en déplacement, il y a énormément de travail. Et ça, c'est nouveau depuis une quinzaine d'années. Pourquoi est-ce qu'il y a énormément de travail? Parce que la temporalité n'est plus du tout la même. Du moment que vous écrivez sur Internet, il n'y a plus de balises. Vous pouvez écrire même la nuit ou pas publier la nuit. Je veux dire, il n'y a plus de contraintes de temps. Avant l'Internet, le bouclage était à 23 heures. Une fois que vous avez rendu votre dernier papier, c'est fini. On se donne rendez-vous au lendemain. Là, le fait même qu'on puisse et qu'on doive abreuver Internet en papier du Midi Libre fait que vous partez peut-être à l'étranger ou ailleurs, mais vous bastonnez des papiers un peu à la chaîne parce que c'est ce qui vous est demandé. Et le problème, c'est que ça n'a plus de temporalité. Donc, cette vie peut être idyllique sur le papier. Dans la réalité, elle est extrêmement exigeante, astreignante, et il faut une grosse capacité de travail et de rigueur. En tant vous que chef des sports, est-ce que vous avez du coup, c'est quoi votre rôle particulier? Vous contrôlez les rédactions des autres, vous supervisez, mais vous faites aussi vos propres papiers? Alors, ce qui change principalement, c'est que quand vous passez en responsabilité dans un service, vous bougez beaucoup moins. Vous intervenez beaucoup moins dans la production, dans votre propre production. Donc, je me déplace moins, je couvre plus de matchs, ou ponctuellement, parce que ce n'est plus mon travail premier. Et naturellement aussi, j'écris un peu moins et j'écris des papiers différents. Je fais plus d'éditos, de billets que de reportages ou de couverture de match. Mais ça, c'est la nature d'évolution de mon poste qui est temporaire. Un journaliste sera toujours heureux quand il écrira. C'est sûr que plus j'écris, mieux c'est. Après, le travail, très classiquement, c'est d'organiser et de faire que chacun s'épanouisse le mieux dans son travail. Je fais partie des personnes qui estiment qu'un journaliste travaille bien quand il se sent bien. Donc nous, on discute beaucoup. Je n'aime pas imposer. Il faut qu'on en discute. Il faut qu'on soit chacun convaincu de la pertinence d'un papier. C'est comme ça qu'on travaille au Midi Libre, dans ce service. Je trouve ça sain. Et un journaliste qui se sent bien dans son métier et bien dans son service produira toujours un travail de qualité. Est-ce que vous avez aussi des projets futurs, que ce soit dans le journalisme ou ailleurs? Est-ce que vous voulez faire une enquête, un autre livre? Alors, vous pouvez toujours avoir des projets personnels, ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'avoue que ce qui m'interpelle en ce moment, qui m'effraie autant que ça me fascine, c'est l'irruption de l'intelligence artificielle, la déferlante de l'intelligence artificielle qui va modifier notre approche du métier de façon incroyable et insoupçonnée. On attend aujourd'hui d'y voir les premiers effets. Cependant, ce que je peux observer déjà, donnant des cours à des écoles de journalisme, j'ai pu observer que les étudiants de première année, sur des devoirs, des demandes de reportage, tout ça, recouraient à l'intelligence artificielle. Alors là, ça m'interpelle parce que si vous voulez, si on veut devenir journaliste, c'est qu'on a envie d'écrire et de témoigner. Si c'est pour escalader cette étape de l'apprentissage d'écriture, je vais le dire de façon très cinglante, mais on va avoir arrivé des premières générations de crétins. C'est-à-dire qui pourront peut-être organiser quelque chose dont ils ne comprendront pas de quoi il s'agit. Donc vraiment, je crois que ça, c'est un des enjeux majeurs. Après, l'intelligence artificielle ne se base que sur l'existant. Donc je pense qu'en miroir, ça va remettre en valeur les journalistes de terrain, qui font du terrain, qui téléphonent. Donc finalement, on peut aussi avoir le droit d'être optimiste, mais j'avoue que c'est une... Et il n'y a pas que le journalisme qui va être impacté, hein. Toutes les professions de créatrices, de col blanc, d'élite, entre guillemets, vont être peut-être pour certaines balayées, pour d'autres gravement chamboulées. Donc, je reste sur mon principe de il faut raconter une bonne histoire, mais j'avoue que l'irruption de l'intelligence artificielle, il va falloir composer avec, et de façon prophétique, on pourrait se dire que dans 30 ans, l'écrit a disparu, que tout passe par l'image et le format court, que la curiosité peut-être sera moins aiguisée, bon, etc. L'enjeu sera peut-être de rester humain. D'accord. Mais à contrario, vous pensez pas aussi que ça pourrait aider dans votre Bien sûr, métier? Oui. bien sûr. Là, à l'instant même, ce matin, j'ai fait une interview de 3 quarts d'heure. Avant, il D'accord. fallait la retranscrire, hein, et il y en avait pour des heures et des heures. Aujourd'hui, vous avez des applications ou logiciels, vous mettez votre interview quelques secondes après, vous avez tout retranscrit de façon même maintenant plutôt fidèle et efficace.
C'est un gain de temps exceptionnel. L'intelligence artificielle est très pertinente, si vous voulez, pour tout ce qui a non-valeur ajoutée. Si j'avais un papier programmatique là, à faire, j'aimerais recourir à l'intelligence artificielle. Voilà. En revanche, tout ce qui est valeur ajoutée, vos interviews, vos déplacements, votre reportage, votre angle de papier, voilà, votre intuition, votre flair, tout ça, ça prouvera. Tout ça, pour le moment, l'intelligence artificielle ne peut pas le créer. Elle ne se base que sur l'existant. Donc, tout journaliste qui soumettra une idée nouvelle et qui ira s'en occuper et faire un papier, elle viendra nourrir la bête, mais personne ne lui enlèvera ça pour le moment. Donc ça, j'y crois beaucoup. Je ferai un tout petit parallèle, ça me fait penser à l'industrie musicale. Quand le streaming est arrivé dans la fin des années 90-2000, ça a défoncé l'industrie musicale. Plus personne ne vendait de disques, beaucoup d'artistes souffraient d'une non-rémunération. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis sur scène. Aujourd'hui, les artistes gagnent de l'argent en allant sur scène. Eh bien, le parallèle, je fais le même avec les journalistes. L'intelligence artificielle va arriver, va bouleverser notre travail, va peut-être nous bouffer des postes, etc. Mais en revanche, si on va sur le terrain, si on fait un vrai travail de proximité et de territorialité, d'interview, on fait un travail humain, eh bien, on a toutes les raisons d'exister, légitimes. Et franchement, pour l'avoir testé, à l'heure présente, je préfère lire un papier écrit par un journaliste qu'un papier écrit par l'intelligence artificielle, aussi bien écrit soit-il, mais qui, je trouve, manque un peu d'humanité, un peu de chaleur. Puis vous arrivez du coup à déceler assez facilement dans les écrits Oui, de vos ça, étudiants. chez des étudiants de première année, dont certains ont du mal à écrire leur nom, je peux vous dire que Ah sur oui. ces signes, zéro faute d'orthographe, il y a matière à avoir des suspicions. Est-ce que aussi vous avez fait face à un scandale, que ce soit avec quelqu'un que vous avez interviewé, une personnalité publique, Pas plus tard que hier, c'était un sujet sur sport et politique, un différend qui oppose le maire de la ville de Montpellier au président de l'équipe de rugby, le Moued Altrad, qui par ailleurs est spécialisé dans le bâtiment et qui est milliardaire. C'est une des plus grandes fortunes de France. Il y a un conflit entre les deux personnes qui est politique. Et oui, c'est vrai que quand vous allez interviewer l'un, il parle mal de l'autre, inversement. C'est des petites polémiques. Bon, de toute façon, journalistiquement, c'est toujours bien et intéressant. Je vais pas vous oui. faire un dessin. Les journalistes, quand le train arrive à l'heure, c'est moins intéressant que quand il n'arrive pas à l'heure. Bon, voilà. Donc, la polémique est toujours source d'intérêt, on va dire. Euh, le sport, le foot est beaucoup traité sous l'angle de la polémique, malheureusement. Aujourd'hui, en tout cas. Euh, c'est dommage parce que le sport, et j'y associe le sport féminin, naturellement, qui est moins couvert et qui est moins présent, que ce soit dans les journaux ou sur les antennes télé ou radio. Une bonne histoire est une bonne histoire. Une bonne histoire n'a pas de sexe. Donc, à partir du moment où vous avez une bonne histoire, de toute façon, qu'elle soit polémique, que ce soit un portrait avantageux ou un reportage ou autre, c'est la bonne histoire qui prime. Donc, c'est pas forcément qu'on est attiré vers la polémique. Contrairement à ce qu'on pense, le lecteur n'est pas attiré par la polémique. Le lecteur aime se repaître des bonnes choses et les meilleures audiences qu'on a, ce sont sur des victoires des clubs de Montpellier ou sur des sujets, on va dire, positifs, entre guillemets. Ça, on peut le savoir aujourd'hui parce qu'on peut mesurer l'audience des papiers. Moi, j'ai longtemps été persuadé avant ça que les crises, c'était bon pour le lecteur. Eh bien, en fait, je me trompais. Aujourd'hui, comme on peut mesurer l'audience des papiers, on s'aperçoit que c'est pas forcément les papiers polémiques qui fonctionnent le mieux auprès du lecteur. Métier, il a influencé donc votre vision, vos choix personnels. Ce qu'on a tous en commun, c'est la curiosité, je pense. On parle beaucoup de culture générale. Ça peut être un terme un peu pompeux, c'est un mot un peu valise dans lequel on met beaucoup de choses. En revanche, la curiosité, ça, c'est concret, je trouve. S'intéresser aux choses, s'ouvrir, vouloir découvrir et faire découvrir, vouloir apprendre et témoigner, décortiquer. Il est là notre boulot, en fait. C'est de vous présenter une enquête, un article, pour qu'ensuite vous forgiez votre propre opinion. Voilà, il est là notre but, c'est pas de donner notre avis ou de vous influencer, c'est vous donner un maximum d'éléments factuels et d'analyse pour que vous soyez en pleine conscience et connaissance de cause pour vous forger une opinion. Le bon fonctionnement des médias est garant de la démocratie. Alors, on peut en dire ce qu'on veut, mais en France, tant que les médias fonctionneront bien, seront libres et indépendants, entre guillemets aussi, parce que je sais bien qu'on appartient à des grands patrons milliardaires aussi, mais à titre personnel, en 8 ans, je ne me suis jamais fait censurer un papier. Là aussi, je Ok. coupe court à des fantasmes. Le fantasme des journalistes aux ordres ou machin. Moi, je déjeune pas avec le maire, je déjeune pas avec les politiques, je déjeune pas avec les joueurs. Nous avons un travail à faire, nous le faisons. Quand les gens nous parlent, ils parlent à un journaliste. S'il faut dire à un moment qu'il y a un cas de dopage, on le dira. S'il y a, bon, voilà, vous voyez, les journalistes, quand des fois on garde un peu, on ne fait pas de rétention d'informations. On dit souvent ce qu'on, on est fidèle, le plus honnête possible à notre information. Penser que les journalistes sont un foyer de mauvaises personnes, de menteurs ou de, c'est vraiment, c'est dommage parce que ça affaiblit la pensée, ça affaiblit l'échange et c'est vraiment pas le cas. Je peux vous assurer que j'ai rencontré beaucoup plus de journalistes incompétents que malhonnêtes. La nuance est D'accord. importante à mon sens. Voilà. Donc ça,
évidemment qu'on a matière à être critiqué pour plein de Mm. choses. Et il faut le critiquer parce que c'est sain. Et on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Et les citoyens français ont raison de critiquer quand il le faut. Ensuite, généraliser et faire de cette profession une caricature de menteur ou de fake news ou de personnes aux ordres, c'est vraiment totalement faux. J'invite d'ailleurs, sans faire de publicité, mais si vous lisez Le Monde tous les jours, vous serez moins con. Ça, c'est certain. Et vous apprendrez énormément de choses. Et on peut dire ce qu'on veut, ça reste un journal d'une remarquable qualité. Je pourrais en citer d'autres, y compris à l'étranger, etc. Bon, dans la vie, jamais, c'est pas tout noir ni tout blanc, mais il y a encore matière à s'informer de façon extrêmement satisfaisante. Donc ça, c'est un bon conseil déjà pour les étudiants, de vraiment continuer à lire des journaux indépendants et aussi des journaux qui sont reconnus. Alors, Est-ce que vous indépendant, avez- Oui, Euh, aujourd'hui, on va dire qu'un blogueur peut être notre concurrent. Un c'est influenceur vrai, ouais. peut être notre concurrent. Mais quelle est la différence entre eux et nous? C'est que nous, on a pour obligation de croiser nos sources et de vérifier nos informations. Mm. Il y a eu une erreur majuscule il y a quelques années avec l'affaire du pont de Ligonnès, où une mauvaise information a explosé un peu partout, et tout le monde l'a repris sans la vérifier. Erreur journalistique. Là, on est vraiment passé pour des idiots et ça prouve bien qu'à chaque fois, il faut vérifier. Donc notre métier, il est là. Quand vous lisez un journal mainstream, comme Le Monde, Le Figaro, Libé, L'Équipe, La Croix, bon, ou autre, ou Midi Libre, vous savez que vous lisez une information faite par des professionnels. Donc, a priori, il n'y a pas de raison d'en douter. C'est une information qui est sourcée, qui est vérifiée, qui est contrôlée, qui est analysée. Donc, j'incite non seulement les étudiants pour leur curiosité à lire le journal qu'ils veulent, hein, selon leur affinité, mais de lire tout court. Nous sommes dans un monde où je ne vais pas faire un dessin, hein. On peut se laisser embarquer en regardant des réels sur son téléphone pendant des heures et des heures. Tout ce temps n'est pas consacré à la lecture. Lire, ça permet de forger inconsciemment son propre style d'écriture, d'améliorer son orthographe. Et puis lire, si on prend l'exemple d'un roman, je n'envisage pas ma vie amoureuse sans les lectures de mes romans, par exemple. Quand vous lisez un roman, c'est non seulement pour un plaisir de lecture, mais c'est aussi une construction de vous-même. Alors, ça paraît suranné de parler de ça aujourd'hui. Mais non, j'insiste, l'étudiant qui lira, que ce soit des journaux, une bande dessinée ou un roman, il aura toujours un temps d'avance sur les autres. Ça, Mm. c'est une garantie. Si un étudiant veut devenir journaliste, j'ai qu'un seul conseil à lui donner, qu'il lise. D'accord. S'il lit, il deviendra journaliste, mais pas seulement journaliste, bon journaliste. Mm. Bon, ça, c'est déjà une belle chose, un bon conseil aussi à donner. Parce que c'est vrai que notre génération, après aussi avec l'arrivée de toutes les plateformes, les médias, le numérique, c'est vrai que même moi, autour de moi, je vois beaucoup plus de gens passer du temps sur les téléphones. Moi, la première aussi. Donc, j'essaie quand même de faire un effort de réduire ça, mais c'est vrai que c'est compliqué aussi dans une génération qui est très connectée. C'est sûr, mais en revanche, alors il y a beaucoup de critiques qui sont adressées aux générations qui arrivent. Elles sont infondées dans le sens où c'est de la faute de personne. C'est une société qui produit une génération. Donc, si vous Mm. voulez, on ne peut pas se permettre de critiquer gratuitement votre génération. Ce qu'on observe, nous, quand les jeunes arrivent, et il y en a un qui est à côté de moi, il y en a deux qui sont à côté de moi, d'abord, ils ont d'autres qualités, en fait. Ils sont extrêmement réactifs, ils supportent très bien la pression, ils supportent très bien un rythme de travail soutenu. Ils ont une vivacité d'esprit et une maturité que nous n'avions pas. Et tout ça, ce sont de grandes qualités. Alors, c'est sûr qu'ils sont moins bons en orthographe, moins bons dans l'expression écrite, mais tout ça, si on fait une petite mayonnaise, puis on a le droit de progresser aussi quand on est jeune, il y a de quoi être enthousiaste mais optimiste aussi. Euh, Moi, quand je vois des jeunes journalistes, je suis parfois enchanté du niveau et de l'avenir que ça peut procurer à notre profession. C'est hyper important. Euh, Ça me tient énormément à cœur que les jeunes qui arrivent soient passionnés, soient rigoureux, soient honnêtes, et la passion de ce métier, mais la saine passion. Pas la passion de la reconnaissance du clic sur les réseaux sociaux, la véritable passion du témoignage. Et aussi, dernière question, pour les personnes qui sont vraiment, qui s'intéressent au sport, qui voudraient vraiment venir dans cette branche du journalisme sportif, en tout cas, vous leur conseillerez d'aller voir des matchs, de faire des stages dans des médias, dans des... Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils aient un bon dossier, pour après acquérir aussi l'école de journalisme, pour qu'ils aussi aient des compétences avant même de travailler? Voilà, quels sont vos Alors, conseils? pareil, il n'y a pas de règle. Ça, c'est bien aussi, hein. Il n'y a pas de règle. Euh, bon, il est sûr que toute expérience engrangée est un plus. Mm. Quand vous arrivez, que vous avez 21 ans, quand on prend un étudiant qui sort d'une école, on estime, enfin on peut présager qu'il a déjà un certain bagage et que donc on le fait travailler comme un professionnel. C'est ce qui se passe. Euh, Jean Cou- Comment dire?
Ben moi, je vois comment les étudiants ils manœuvrent en fait, quoi. Moi, je vois par exemple, une fois toutes les semaines, j'ai un message sur LinkedIn de demande de stage ou donc j'ai l'impression que déjà ça passe par là. Certains relancent et ils ont raison. Certains viennent faire des candidatures spontanées, franchissent la porte de Midi Libre et de dire je suis là. Moi, j'encourage quand on l'a dans le ventre, quand on veut le faire. Et quand on connaît personne, malheureusement, parce que en France, le droit d'entrée et le copinage, entre guillemets, fonctionne aussi, on va pas se mentir. Bon, après, quand vous êtes devant un ordinateur, si vous ne savez pas faire écrire une histoire, vous pouvez connaître par campion, ça va pas le faire, hein. Donc, il faut quand même des qualités à la base, hein, c'est normal. Mais voilà, vous pouvez donc soit faire des demandes officielles. Bon, le meilleur passeport, c'est une école de journalisme. C'est quand même le D'accord. meilleur passeport. Parce que vous allez acquérir des méthodes, vous allez toucher à tout, vidéo, presse écrite, radio. Moi, le fait d'être passé en école, ça m'a révélé à moi-même. Je savais que j'avais un profil plus littéraire que radio ou télé. Bon, ben, je me suis rendu compte que c'était le cas et qu'en plus, vraiment, j'étais nul en radio et télé. Ah, Que d'accord. c'était pas mon truc, voilà. Donc, faire une école, ça permet aussi de bien déterminer ses choix et de bien s'orienter. Euh, vous pouvez la petite réticence que j'ai, c'est à les écoles de journalisme qui prennent juste après le bac. Justement, sur le bagage et la curiosité, des fois, c'est un petit peu faiblard. Je pense qu'il vaut mieux faire une école de journalisme après 2, 3 années de fac ou Erasmus ou partir à l'étranger, histoire un peu de s'étoffer personnellement. Je pense que ça, c'est bon. C'est ça aussi tout l'avantage de ce métier. Vous pouvez le faire. Voilà, il n'y a pas de parcours balisé, pas du tout. Celui vraiment qui veut le faire, il y arrive. Si vous l'avez dans le ventre, hein, j'emploie souvent cette expression, vous y arriverez. Et surtout que là, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, le papier va progressivement disparaître d'ici X années. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus de rotative, ça va générer des économies d'argent. Je pense qu'on repartira vers des embauches. Donc il faut surtout D'accord. pas se décourager. C'est un métier difficile au départ si vous êtes en freelance ou en pigiste. C'est difficile mentalement, c'est vrai. Il faut vendre ses sujets, en faire, vous êtes seul, mais il faut s'accrocher. Mais c'est difficile. Merci en tout cas, Monsieur Couture. Ben, avec Merci pour plaisir. vos réponses et vos conseils N'hésitez surtout. pas, on est là pour ça. Service des sports de Midi Libre, si vous voulez. On peut se déplacer, Super. on peut venir. N'hésitez jamais à nous demander des conseils. Voilà. Merci beaucoup, hein. J'ai été ravie en tout cas de faire votre connaissance, d'en avoir appris un petit peu plus. Et oui, du coup, je suis allée aussi sur votre page LinkedIn et j'ai vu que vous avez enfin, vous êtes décrit, vous avez dit que vous avez une passion sans cesse renouvelée pour le journalisme, doublée d'un profond désir de transmission et de partage et de formation auprès des jeunes. Donc encore merci parce que là, vous allez aider beaucoup de jeunes à vraiment s'orienter et à juste entendre vos précieux conseils. Super. Bonjour et bienvenue, Monsieur Maouj. Donc, Monsieur Maouj, vous êtes un journaliste montpelliérain. Vous nous informez sur l'information locale depuis 4 décennies. Vous êtes entré au Midi Libre en 1988. Vous êtes devenu un observateur de la vie politique de Montpellier. Vous avez déjà un livre qui est paru en 2007, intitulé Georges Frêche, Grandeur et décadence. Donc, dans cet ouvrage, vous avez disséqué 35 années de règne de celui qui n'hésite pas à se désigner comme autocrate. Donc, vous dépeignez un peu l'ascension de Frêche, son apogée, mais aussi sa chute. Mais vous ne vous arrêtez pas là. Jour après jour, vous continuez aussi de nous informer sur la fiscalité locale, les enjeux de l'agglomération et les coulisses du pouvoir. Donc, vous restez aussi une référence incontestée pour comprendre un peu ce qui se passe dans la vie politique de Montpellier. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre parcours et comment est-ce que vous avez commencé au niveau des études et qu'est-ce qui vous avez aussi donné envie d'être journaliste? Alors, c'est un peu la particularité de mon parcours, qui n'est pas commune à ce que l'on trouve usuellement. J'ai jamais fait d'école de journalisme, donc c'est la grande un peu. Et quand mes collègues un peu m'irritent comment dire, ou me taquinent, je leur dis que, pour les taquiner tout autant, que la grande chance que j'ai, c'est d'avoir jamais fait d'école de journalisme. Donc, je n'ai jamais été formaté sur la manière d'exercer ce métier. Ce métier, je l'ai appris sur le tas, si j'ose dire, au fur et à mesure de mes expériences, de mes rencontres, de la manière d'écrire, de la manière d'aborder des rencontres avec des gens. Et souvent, quand on arrive jeune journaliste, on a tendance à être un peu impressionné par ceux qui ont certains pouvoirs, qui ont une certaine audience dans la cité, et on finit par acquérir une certaine aisance. Et l'avantage de, je dis pas que je critique pas les écoles de journalisme, mais l'avantage de un peu de ce type de parcours assez singulier, c'est que on formate sa propre manière de l'exercer en fonction de sa personnalité, puisqu'avant d'être journaliste, on n'en a pas moins homme ou femme, donc on a sa personnalité, sa sensibilité, on a sa manière de réagir aux choses, et c'est ce qui fait un peu, c'est ce qui m'a façonné, ce qui m'a permis un peu en quelque sorte d'être le journaliste que je suis et surtout d'exercer ce métier à ma manière et non pas
à la manière dont on aurait pu m'apprendre et me dicter un peu les contours et voilà. Moi, quand j'ai eu mon bac, j'avais fait une première année d'architecture. C'était sur Paris. Ça n'a pas marché. J'ai refait une deuxième année d'architecture. Bon, j'ai fini par abandonner. Et à Montpellier, je me suis inscrit à Paul Valéry. J'avais fait administration économique et sociale. Je ne sais pas si ça existe Oui. toujours aujourd'hui, AES. AES. Voilà. Et il y a deux AES. Il y a ceux de Paul Valéry et puis l'autre à Richter. Ça a changé de nom, je pense, à Richter. Voilà. Et donc, j'avais fait 4 ans d'AES, ce qui m'a permis un peu d'acquérir un peu quelques connaissances et quelques bases en économie sociale. Ensuite, j'ai fait un 2A d'études politiques à la fac de droit, D'accord. euh, dont j'avais le petit clin d'œil, j'avais comme directeur de mémoire de DEA Dominique Rousseau, qui est aujourd'hui reconnu comme un des meilleurs constitutionnalistes de France et qui souvent fait des chroniques chez nous dans Midi Libre le dimanche. Ah, c'est un beau clin d'œil, oui. Voilà. Ensuite, bon, j'ai fait en sortant de la fac, j'ai pas poursuivi sur une thèse. J'ai eu par le plus pur des hasards, je me suis retrouvé, je l'ai rencontré un jour à l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, qui est à Montpellier. J'avais rencontré le directeur régional qui était intéressé pour me prendre pendant un an et demi. À l'époque, c'était l'étude, les travaux d'utilité collective. On ne gagnait pas grand-chose, mais c'était un peu pour permettre à des jeunes diplômés, mais pas seulement, de mettre un pied dans l'emploi. Et il souhaitait que je lui réalise un peu une sorte d'annuaire des entreprises avec lesquelles l'APEC travailler au niveau régional, c'est-à-dire au niveau de l'ex-Languedoc-Roussillon. Donc j'ai fait ça pendant un an et demi, et puis comme quoi la vie est toujours une histoire de rencontres, ça. J'anticipe un peu les conseils que vous souhaitez que je donne ensuite pour les futurs, ceux qui aspirent à devenir journalistes. La vie est toujours une histoire de rencontres. Il y a toujours des portes qui s'ouvrent. On ne sait pas pourquoi elles s'ouvrent à tel moment, à tel endroit, mais elles s'ouvrent. Bon, et on s'y engouffre. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer peu avant la fin de mon contrat avec l'APEC, monsieur Roger Ben, qui alors était directeur des relations extérieures de Midi Libre. Et on avait échangé, je lui avais dit, mais comment se fait-il que dans mes Midi Libre, c'était ça, je vais vous dire, je l'avais rencontré, oui, c'était en mars, avril 88. Et, euh, et je lui ai dit, comment ça se fait qu'à Midi Libre, dans une ville universitaire comme Montpellier, il n'y a pas de rubrique pour des étudiants, c'est comme ça. Donc, vraiment, et de manière assez inattendue, du moins de ma part, il me dit, mais ça vous intéresse? Et je dis, mais je savais pas quoi répondre parce que, bon, en fait, il me demandé si ça m'intéressait d'être journaliste, alors que dans mon esprit, j'avais pas fait d'école de journalisme. Bah, j'ai répondu oui, spontanément, pourquoi pas. Il m'a dit, mais faites-moi un projet. Donc, j'ai fait un projet de création de rubrique étudiante dans Midi Libre. Lui ai présenté, il a fait passer ensuite à Claude Bujon, qui à l'époque était le PDG de Midi Libre. Auparavant, quand j'ai présenté le projet, il m'a demandé de repréciser certaines choses, donc j'ai un peu reprécisé pour que ça soit plus présentable. Et donc, Claude Bujon, le PDG de Midi Libre de l'époque, nous sommes en 88, je crois que ça devait être oui, au printemps. Et il me convoque, il me demande pourquoi un tel projet pourrait intéresser le journal. Donc je lui ai présenté, j'ai développé mon idée de ce qui pouvait marcher en tant que rubrique destinée aux étudiants, qui représente quand même, en gros, si on compte vraiment les étudiants au sens large du terme, pas seulement ceux des universités, un quart de la population de Montpellier. Donc il y avait un marché là. Bon, il me dit, OK, écoutez, on reviendra vers vous. Donc, le temps passe. J'ai terminé la PEC et je reçois, au mois de juin 88, un courrier du directeur des ressources humaines de Midi Libre qui me dit, vous allez commencer à Saint-Jean-d'As, à Midi Libre, je me souviens très bien, le 15 juillet. Et comme ça, vous commencez par un stage. Donc, je rentre au stage, là, je commence, je fais le stage pendant l'été, juillet, août. Et à la rentrée, je démarre le projet. Ce qui devait être une simple rubrique étudiante dans l'édition de Montpellier s'est transformé en page éducation, au sens très large du terme, sur toute l'Académie de Montpellier, c'est-à-dire sur toute la zone de diffusion de Midi Libre. Midi Libre, c'est aujourd'hui 6 départements, les 5 départements de l'ex-Languedoc-Roussillon, c'est-à-dire le Gard, l'Hérault, l'Aude, les PO et de la Lozère, auxquels on ajoute donc l'Aveyron. Donc ça fait 6 départements. Donc j'ai commencé comme ça à la rentrée de septembre 88 en traitant des sujets d'éducation et sur l'ensemble de ces 6 départements. Donc, je ne suis pas arrivé à Midi Libre en disant je cherche un boulot, est-ce que vous en avez pour moi? Je suis arrivé avec un projet et qui a été qui a été accepté et depuis, ben, ma foi, j'ai fait tout ce long chemin depuis 88. J'ai fait si je poursuis sur un peu mes spécialités à Midi Libre, j'ai commencé par l'éducation. Ensuite, j'ai fait un peu d'immobilier, tout ce qui est l'économie autour de l'immobilier. Le Midi Libre a lancé en 2004 un hebdomadaire qui s'appelait à l'époque j'ai un trou de mémoire qui s'appelait
bon, un hebdomadaire qui sortait tous les vendredis et qui parlait, qui donnait des informations sur les loisirs, des idées de loisirs. Et moi, j'ai été chargé, donc c'est assez original, assez sympathique aussi. J'étais chargé de toute la rubrique à la fois restaurant, donc je chroniquais sur des restaurants, sur toute notre zone, mais également sur des bars, sur tout ce qui est les plages privées également qu'on a sur notre littoral. Et voilà, et c'est comme ça. Et depuis 2008, j'ai arrêté, j'ai changé, je demandais à changer. Et ce qui m'intéressait, c'est l'économie. Et la personne en charge de l'économie est partie, donc je pris la suite. Et depuis, ce sont mes sujets de prédilection aujourd'hui au sein de Midi Libre. Voilà. Ok. Donc, gravir les échelons, ça a été quand même assez facile, entre guillemets. Vous êtes passé de l'économie, restaurant, puis après, il y a une opportunité donc, enfin, en économie, justement. Oui. Et donc, c'est aussi votre niveau d'ancienneté qui a fait que vous avez pu accéder, ou c'est juste une opportunité qui s'est présentée? Non, je crois que c'était une opportunité tout simplement. C'est pas lié à l'ancienneté, c'est une opportunité. Vous savez, quand on est dans la presse quotidienne régionale, la caractéristique première des journalistes, donc des locaux, c'est la pluridisciplinarité. Il se trouve que moi, j'ai commencé, encore une fois, c'est ce qui fait la singularité de mon parcours. Je n'ai pas été pluridisciplinaire, j'ai été directement avec une spécialité qui est l'éducation. Et je suis toujours resté quasiment, avec bon, très ponctuellement, j'ai traité des sujets qui étaient hors de mes compétences, si j'ose dire. Mais j'ai toujours eu la chance d'être spécialisé dans un domaine particulier. Je dis c'est une chance parce que quand vous exercez ce métier, quand vous traitez d'un sujet, il faut arriver à le maîtriser. Et vous ne le maîtrisez qu'à travers l'expérience, qu'à travers les rencontres, le réseau relationnel que vous pouvez avoir. Et ça, c'est important pour produire ensuite quelque chose qui tienne la route, quoi, si j'ose dire. Parce que traiter d'un sujet pour lequel vous ne connaissez rien, il m'est arrivé de le faire, mais je n'étais pas à l'aise et ça ne donnait pas à l'arrivée un résultat qui est la consistance, quoi, voilà. D'accord. Euh, pour votre vie professionnelle aussi, comment est-ce que vous décrirez du coup votre métier aujourd'hui? Est-ce que l'opportunité que vous avez eue en étant jeune, elle serait possible pour des étudiants qui arrivent maintenant? Oui, parce qu'à Midi Libre, aujourd'hui, il y a une politique depuis quelques années, on prend beaucoup d'alternants. Mm. Alors très souvent, ces alternants commencent, quand ils sont au siège à Saint-Jean-Védas, on a développé l'Internet, le site Internet s'est beaucoup développé et la direction a beaucoup investi dans notre site Internet. Et donc, on prend des alternants qui commencent très tôt à travailler dans le site Internet. Alors, soit en stage de plusieurs mois, soit des alternants dans le cadre sur une période de 1 ou 2 ans, mais plus souvent 2 ans. Et à la fin, c'était comme c'est arrivé, soit ils passent en CDD, ils ont été recrutés parce que ils ont prouvé leurs compétences, leur qualité journalistique. Alors, c'est vrai, le handicap, entre guillemets, c'est que ils sont toute la journée devant un ordinateur, donc ils travaillent ils vont faire de la recherche sur Internet, et ensuite ils produisent leurs articles pour Midi Libre Internet, soit dans les rédactions locales, c'est-à-dire comme il y a à Montpellier, à Nîmes, à Béziers, à Millau, à Mende. Et là, c'est vraiment de l'information locale, c'est-à-dire ils sont sur le terrain, ils sont pas juste devant un écran ou travailler pour Internet, mais ils sont sur le terrain et ils travaillent à la fois pour Internet et également pour le print, pour le quotidien qui paraît tous les jours. D'accord. Voilà. Mais en Et quoi qu'il en soit, oui, parce on continue encore à recruter des jeunes journalistes, soit qui sont en formation dans le cadre de l'alternance, soit qui sortent d'école. Mais c'est très souvent pour répondre à une demande de production d'articles, surtout pour Internet, ce qui constitue aujourd'hui un peu l'avenir de la presse, hein. Le business exactement. model de la presse, Internet, c'est plus trop, les gens achètent de moins en moins le journal papier, et donc c'est plus Internet qui fait l'objet des plus gros investissements, de la plus grosse attention, quoi. Et comment justement vous voyez cette montée du numérique? Bon, c'est une question quand même qui revient souvent. Il y en a qui sont inquiets, il y en a qui disent que justement il faut travailler avec. Ben, c'est une évolution. Comment dire, c'est une évolution sociétale à travers qui s'illustre à la fois par la place prise dans notre société par Internet. Les gens vont maintenant chercher l'information directement sur Internet. À la limite, ils n'ont plus besoin de journaux papier, si j'ose dire. C'est plus les personnes âgées qui ont gardé ce réflexe à l'ancienne. Mais également, il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est le numérique a pris une place en matière d'information, avec les avantages et les inconvénients. Les inconvénients, c'est les risques très souvent de fake news et puis d'un peu de raccourci sur le type d'information ou d'approximation sur certaines informations. C'est le risque. C'est une évolution. Moi, quand j'ai commencé, c'était le journal papier, c'était l'information locale. Aujourd'hui, ben, on a de tout par Internet, tout type d'information. Il faut faire avec. Voilà. C'est Mm. l'évolution de la société, notre époque. Est-ce que ça vous demande plus de travail de fournir des articles un peu inédits tout le temps, à chaque heure, ou non, ça reste le même travail que le papier? Non, parce que quand on est, moi, je ne suis pas dans la rédaction d'Internet, je suis au sein de la rédaction, ce qu'on appelle le pôle News, au sein de Midi Libre, à Saint-Jean-Védas, au siège.
Le pôle news, on fait à la fois de l'Internet et du print. Mm. Aujourd'hui, la stratégie, le web first. C'est-à-dire, quand on écrit un article, on rédige d'abord pour Internet. Donc, il est rédigé pour le format d'Internet, avec son interface qui lui est propre. Une fois qu'on l'a rédigé, ben, on le transfère, s'il doit passer dans le journal le lendemain, on le transfère directement sur l'autre interface, qui est celle du journal, à l'écran. Et on le transfère directement, on y fait juste des ajustements. C'est-à-dire, on n'a pas à réécrire entièrement l'article. Comme sur Internet, les titres sont beaucoup plus longs, les textes peuvent être plus longs. Et quand on a un format, un cadre dans le print, ben, il faut l'ajuster pour que tout rentre dans le cadre en question. Et s'il ne doit pas passer le lendemain, ben, il est sur Internet, il est à disposition. Et quand il doit passer sur le print, ben, on le passe à la fois sur Internet et sur le print. On le passe souvent la veille ou le matin tôt du jour où l'article passe dans le journal papier. Il y a des articles qu'on fait qui passent jamais dans le print. Et dans ce cas-là, Mm. on les bascule directement sur Internet. D'accord. Voilà. Donc, Mais et pourquoi du coup, surtout, la différence avec ceux qui sont que sur l'Internet, c'est que je sors très souvent sur le terrain, c'est-à-dire sur toutes nos zones de diffusion, sur les 6 départements. Voilà. Et c'est un avantage et je préfère ça parce que être enfermé toute une journée devant un ordinateur, c'est plus. Voilà, quand on a quand on a fait toute sa carrière à être sur le terrain, oui. bon, le terrain, c'est quelque chose qui est primordial pour nous, quoi. Et donc, je sais qu'en tant que journaliste, vous avez beaucoup d'imprévus dans une journée, sur la semaine. Est-ce que vous pourriez me décrire un peu une journée type ou l'émission que vous avez en tant que journaliste? Alors, la journée commence toujours par la réunion de rédaction qui se déroule au sein de la rédaction à 9 heures du matin. Tous les matins, on a la réunion de rédaction pour parler du journal du lendemain. Le lundi, on fait la réunion de rédaction qui est un peu plus longue parce qu'on parle du journal du lendemain, mais également de toute la semaine et faire le point où on en est des différents dossiers sur lesquels on travaille, savoir si on peut les programmer dans la semaine ou pas. Ensuite, bah, chacun, une fois que cette réunion de 9 heures dure entre une demi-heure et trois quarts d'heure, puisque selon si on est nombreux ou pas présents, parce qu'il y en a aussi qui sont aussi en télétravail. Télétravail, c'est à peu près 2 jours par semaine hein, chez nous. Deux, D'accord. trois, peut-être 3 jours. Bon, il y a une certaine souplesse, c'est pas trop rigide. L'essentiel, c'est qu'on produise ce qu'on a à produire. Ensuite, chacun commence à travailler. Alors, soit on se déplace, on sort du journal, on va à nos rendez-vous qu'on a pris pour les sujets sur lesquels on travaille. Ou alors, on travaille de notre bureau en passant des coups de fil ou en avançant déjà sur les articles qu'on doit rédiger. Une fois qu'on a recueilli toutes les informations nécessaires, on commence à rédiger nos articles. On cale ça avec nos photographes, on choisit les illustrations, ou alors avec nos infographes, puisqu'on a aussi souvent, on fait le choix d'infographie aussi, selon les sujets, quand il y a pas mal de données statistiques. Et très souvent, je dis qu'une infographie, elle parle beaucoup plus qu'une simple photo. Voilà, c'est pour ça qu'on peut privilégier très souvent l'infographie. Ensuite, D'accord. ben, on travaille, et puis ma foi, après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas des heures. D'abord, on ne pointe pas en tant que journaliste, on n'a pas de pointeuse comme comme dans certaines administrations ou d'autres entreprises. On n'a pas quelqu'un au-dessus de notre tête qui nous dit à quelle heure tu vas partir, à quelle heure tu es arrivé. Donc, c'est le grand avantage de cette profession. Après, bien évidemment, vous l'aurez compris, tout est une question de confiance. On est responsable, il faut qu'on ait voilà, qu'on travaille dans la confiance totale, et c'est le cas. Et c'est pour ça que c'est un métier extraordinaire, quoi, parce qu'on a une certaine liberté en tant que journaliste. On travaille au sein d'une équipe avec des rédactions en chef, des rédacteurs en chef qui nous drive, qui nous guident, qui nous organisent dans le temps. Mais ensuite, une fois qu'on est lancé, chacun, on a une certaine liberté, quoi. Je peux finir, je sais pas, je peux terminer à 16h30 pour aller à un rendez-vous, ou parfois juste un rendez-vous formel pour rencontrer quelqu'un que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer, comme on peut terminer à 20h, quoi. Donc, c'est assez Oui. irrégulier. Voilà. Oui, vous avez quand même une certaine flexibilité dans votre travail qui est agréable. C'est le Mais grand après, vous avantage. devez rencontrer quand même des imprévus, enfin, ou des, vous devez faire peut-être des interviews à un certain moment, vous avez des réunions, vous avez des news qui tombent, vous devez toujours regarder les journaux. Non, ça n'a pas quand Oui, même aussi un sort de stress. non, 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 non. Alors, c'est vrai que une actualité peut tomber très vite et elle peut. Et il faut vite y répondre, trouver des sujets, trouver des interlocuteurs. Et c'est ça l'avantage. Quelque part, je parlais tout à l'heure c'est un peu comment dire, le trésor premier de tout journaliste, c'est d'avoir un réseau relationnel important. Et ça, le réseau relationnel, les contacts, vous l'avez au fil du temps en ayant rencontré les gens, au fur et à mesure que vous les rencontrez. Et là, c'est ce qui se développe. Et donc, on me dit le matin, ben, comme hier par exemple, hier, ma rédactrice en chef me dit, il y a la Cour des comptes qui va présenter son rapport sur la retraite, sur le coût de la retraite, combien coûte la retraite en France. On me dit, ça serait bien d'avoir des témoignages des interlocuteurs locaux
des banquiers, des trucs comme ça, sur le PER, le plan d'épargne retraite. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un engouement, il y a plus de 11 millions de Français qui ont pris un PER, c'est un gros succès. Et donc, je me demandais donc, le matin, alors il se trouve que le matin, je l'avais vu juste avant de partir sur un rendez-vous du côté de Perpignan. J'avais rendez-vous à 11 heures à Perpignan. Donc, j'ai appelé deux contacts que j'avais dans deux banques ici. Et il y en a un, bon, ça n'a pas pu se faire, et l'autre, on m'a rappelé en me disant, mais, voilà, la personne est disponible cet après-midi, cale-toi avec elle, vois à quelle heure. Donc, je lui ai envoyé un texto pendant le trajet vers Perpignan. Et on a calé un rendez-vous pour l'interview, et puis j'ai fait son interview. C'est quelqu'un d'une banque ici sur notre région. Et donc, on a fait l'interview. Ça a permis d'avoir un peu le témoignage de quelqu'un localement sur le poids du PER et pourquoi c'est un succès, plus d'autres infos que j'avais eues. Alors aussi, on reçoit souvent des communiqués de presse, des études. Donc, on les garde parce qu'on se dit peut-être ça peut servir à un moment donné. Il se trouve que à l'automne, non, à la rentrée de septembre, j'avais reçu une étude sur un peu les habitants d'Occitanie et un peu leurs préoccupations vis-à-vis de la retraite, avec avec des questions sur le PER, justement. Donc, j'ai mixé un peu toutes ces informations et j'ai produit l'article qui est paru aujourd'hui dans le journal papier et qui est paru également sur Internet. Voilà. Alors, plus vous avez un réseau relationnel important, des interlocuteurs avec qui, parce que c'est souvent le cas, et c'est ce qu'il faut quand on est journaliste, avec qui vous êtes en confiance. Parce que si vous trahissez un interlocuteur une fois, vous pouvez toujours courir pour qu'ensuite il vous rappelle. Donc, il faut toujours être honnête vis-à-vis des interlocuteurs qui acceptent de vous donner des informations et ils vous demandent parfois de dire des choses et de ne pas dire d'autres choses. Donc, il ne faut pas les trahir, si j'ose dire. Et c'est comme ça que vous arrivez à avoir un réseau d'interlocuteurs qui vous font confiance. À la fois d'après, quand vous les sollicitez, ben, ils sont disponibles, ben, ils vous répondent parce qu'ils savent que voilà, vous serez correct dans le rendu de ce qu'ils vous diront. D'accord. Et ça, c'est important, Oui. surtout quand il faut agir dans l'urgence. Trouvez vite un interlocuteur interrogé. Ouais, il faut garder un bon relationnel pour aussi après C'est important, pouvoir. c'est pas, je dis toujours, quand on est journaliste, je veux dire, on n'est pas au-dessus de tout le monde, on n'est pas mieux que les autres, on n'est pas, faut faire preuve de beaucoup d'humilité, parce que nous sommes comment dire, des façonneurs d'opinion, si j'ose dire, et il faut être bien conscient de ce qu'on écrit peut influer sur l'opinion des gens. Donc, faut faire preuve de beaucoup d'humilité, faut pas se prendre pour ce que nous ne sommes pas, et surtout, faut inspirer de la confiance aux gens que vous sollicitez et avec qui vous êtes en relation. Vous avez eu par contre des polémiques où on vous rappelait en disant, ou pendant l'interview, on vous dit non, par contre, ça, vous pouvez pas le dire, enfin, ce que je viens de dire, oui, Oui, mais c'est pas des polémiques parce que j'ai écrit pas alors ce qu'on m'a dit ne pas écrire. Non, il y a d'accord. eu des gens qui m'ont rappelé en me disant mais j'ai pas dit ça. Écoutez, Ah bon, oui, alors il arrive que vous savez quand quelqu'un vous parle, vous écrivez, tac, voilà. Donc parfois il y a des choses qui vous échappent parce que vous n'avez pas été concentré parce que vous étiez en train d'écrire. Ça arrive, ça bien évidemment. On dit pas. Alors bon, quand vraiment je me rends compte que j'ai fait une erreur, d'abord la première des choses, il faut s'excuser mm, et faire en sorte, vous dites, écoutez, si vous souhaitez, je vais apporter un rectificatif des demain dans le journal afin que voilà, qu'il n'y ait pas de malentendu. C'est très souvent le cas, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, quand c'est une interview, moi j'enregistre. Effectivement, j'ai une d'accord. interview de quelqu'un, ça devait être à l'automne. J'ai fait son interview, j'ai enregistré. Et donc, j'ai écrit des choses à partir de ce que j'avais enregistré. Et il m'envoie un mail. Donc, il ne m'appelle pas, mais il m'envoie un mail me disant, écoutez, c'est pas trop ce qu'on avait dit et tout. Genre, je suis déçu par votre travail. En gros, hein, voilà. Oui, Je regarde, je relis, je réécoute par rapport à ce qu'il m'a dit. Il se trouve qu'il n'y a, il y a rien eu de différent de ce qu'il m'a dit, de ce que j'ai enregistré. Donc, je lui ai répondu. Je dis, écoutez, je ne comprends pas pourquoi vous. J'ai exactement réécouté ce que notre entretien d'hier et je ne vois pas de différence entre ce que j'ai écrit et ce que vous m'avez dit. Bon, il m'a plus jamais réécrit, il m'a plus répondu. Bon, je me suis, bon, j'ai quand même dit que j'étais désolé parce qu'il avait eu la gentillesse de répondre à ma sollicitation et oui, donc de recevoir, de répondre. Là, c'est important aussi parce que quand même, les gens, surtout, ils ont leur boulot, donc ils n'ont pas forcément toujours du temps disponible. Je vais quand même remercier. Et voilà, puis j'ai plus de nouvelles, mais ça arrive aussi, oui. Et quand je fais une erreur, je le reconnais. Quand je fais une erreur, il m'est arrivé de faire une erreur assez importante et je l'ai reconnue et je me suis excusé, bien évidemment. Oui, ça arrive, c'est normal. Enfin, oui. c'est pas C'est normal, aussi le métier mais que. sur 37 ans de Normal. carrière, il y a toujours des moments comme ça où, voilà, où on se rate un peu, quoi, bien évidemment. Oui, bien sûr. Et du coup, quels sont vos projets futurs, que ce soit dans le journalisme ou ailleurs? Donc, vous avez déjà fait un livre, que vous prévoyez de faire autre chose? Non, écrire non, parce que je me suis rendu compte que le livre sur Georges Frêche, le livre sur Georges Frêche est parti d'un constat. C'est quelqu'un qui avait sa personnalité, et moi aussi j'ai ma personnalité. Mm. C'est quelqu'un qui ne respectait pas les autres, et c'est pas parce que je suis journaliste que je dois me l'écraser. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai eu des relations toujours très très conflictuelles, parce que j'écrivais des choses qui ne lui plaisaient pas, mais je n'écrivais pas des mensonges, j'écrivais des réalités. Je pointais parfois le doigt
sur des contradictions, voilà, ou des limites dans ce qu'il faisait. Et c'était mon droit aussi en tant que journaliste d'écrire ce genre de choses, mais dans le respect le plus total. Hein, je n'ai jamais été désagréable ni insultant à son égard. Et je me suis demandé, mais ce mec, je l'ai découvert quand j'ai commencé je connaissais de nom puisque j'étais étudiant à Montpellier. J'ai découvert, du moins, je commençais à le fréquenter quand j'ai commencé à être journaliste. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, ce mec, personne n'a écrit sur lui. Et je me suis interrogé, je dis, mais comment il est arrivé là, comment il a été élu, comment il s'est imposé à Montpellier, tout ça, comment il a pu devenir comme ça, voilà. Et je voyais que personne ne faisait le travail. Et je me dis, mais puisque personne ne fait le travail, ben moi, je vais le faire. Voilà. Quand je dis personne, c'est-à-dire des journalistes qui étaient plus anciens que moi, qui le fréquentaient depuis plus longtemps que moi, qui le connaissaient mieux que moi déjà à l'époque. Et je me dis, ben, je vais le faire ce travail. Donc pendant 2 ans, j'ai fait ce travail un peu d'enquête pour essayer de comprendre le personnage. J'ai fait ce livre. Ça a duré 2 ans, parallèlement à mon métier de journaliste à Midi Libre. Ça veut dire que les entretiens, je le faisais très souvent pendant mes jours de repos. J'allais rencontrer les gens. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y a eu quand même une petite déception. Après, c'est un peu, faire ce livre, ça a été une satisfaction personnelle et professionnelle. Voilà. Faire un travail journalistique vraiment de fond sur la durée, c'était ça. Après, je me suis rendu compte que finalement, alors est-ce que c'est mon éditeur qui n'a pas bien fait son boulot, mais je me suis rendu compte que le bouquin n'a pas véritablement intéressé énormément de gens. Alors, c'est quand même pas D'accord. n'importe qui, que ce soit aussi bien à Montpellier qu'au niveau régional, puisqu'il a été président de région. Voilà. Voilà. Après, je me dis, bon, ben, je l'ai fait, mais écrire un nouveau bouquin, non, ça ne m'intéresse pas. Après, bah, en plus, je suis plus sur la fin de carrière que sur un début, forcément. Je compte aller le plus loin possible, jusqu'à ce qu'on me foute dehors, parce que le métier me plaît, même après 37 ans. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de métiers où après 37 ans, on a toujours la même motivation. Mm. Euh, et puis, je me régale à faire toujours ce que je fais et aller rencontrer surtout des gens que je n'ai jamais vus, sur des sujets différents, dans des contextes différents, avec des thématiques différentes, des angles différents, voilà, toujours. Et je me régale toujours autant. Voilà. Après, il est évident que moi, sur un plan plus personnel, je n'envisage pas, une fois que j'ai pris ma retraite, de rester chez moi à tourner en rond, à regarder la télé ou à lire les journaux, je sais. Non, j'ai envie de continuer de bosser. Mais par contre, une fois que j'aurai quitté Midi Libre et le journalisme, ben, je ne retournerai pas sur une activité de journaliste à nouveau en tant que pigiste ou en tant que je ne sais pas comment. Non, j'ai envie de continuer de bosser, si je Mais le dans peux, un bien autre domaine. évidemment, mais dans des domaines complètement différents. Je ne sais pas, je vais voir. C'est intéressant. Continuer, mais dans des choses différentes. Pardon? C'est intéressant de vouloir aussi faire autre chose, Ah oui, oui, découvrir. oui, mais surtout, sincèrement, je n'ai pas l'impression d'être arrivé au bout de ma vie professionnelle, ni Mhm. intellectuellement, ni physiquement. C'est ça qui me plaît. Et je suis quelqu'un de toujours très curieux, donc j'ai envie de continuer, mais ailleurs, en tout cas pas dans le journalisme. D'accord. J'aurais fait mon temps, mais j'irai fort ailleurs, je sais pas. Mhm. Je verrai le moment venu, j'ai encore un tout petit peu de temps. Comment est-ce que vous conciliez du coup votre vie professionnelle? Donc là, vous me parliez que pendant que vous faisiez le livre, vous preniez sur votre temps de repos. Mais en général, être journaliste, ça veut dire travailler la semaine, le week-end, on est en off. Ou justement, ça prend quand même. Je sais qu'il y a des spécialités, par exemple les sports. Il y a beaucoup d'événements du coup le week-end. Vous, donc c'est un peu différent. Il m'arrive de bosser le week-end. Là, nous sommes le Ok. 21 février 2025. Nous sommes le vendredi. Vous Demain, c'est bossez. samedi et dimanche, et je bosse ce week-end. Ah oui. Alors, le week-end, c'est différent. On n'est pas sur l'actualité. Alors, soit il nous arrive de bosser sur Internet, pour l'Internet entièrement, la journée sur Internet, parce que les collègues qui sont sur Internet ben, prennent leur week-end, donc il faut qu'il y ait quand même toujours deux, trois personnes au service Internet. Soit sur les pages, ce qu'on appelle nous les informations générales, ce sont les 2 pages France Monde de Medellín. Et D'accord. là, c'est moi qui rédigerai, avec mon rédacteur en chef du week-end, qui décideront des sujets à y mettre, et c'est moi qui les rédigerai, je les formaterai, tout ça. Donc c'est moi qui forme. Alors, c'est pas tout le week-end, bien évidemment, chacun son tour, hein, son tour. Et ça, quand on bosse les week-ends, c'est sur ces pages, ce qu'on appelle l'infogéné, c'est les pages France Monde. Voilà. Alors, on D'accord. travaille avec des dépêches. Nous, à ce niveau-là, on travaille avec Reuters et on prend les dépêches Reuters ou alors voilà, on va chercher sur Internet les informations concernant les sujets qu'on a choisi de mettre dans le journal le lendemain. Parce que le journal, c'est 7 jours sur 7. Le Oui. journal paraît le dimanche, donc il faut travailler le samedi. Le journal paraît le lundi, il faut travailler le dimanche. Voilà. D'accord. Alors du coup ensuite, ben, on est de repos en semaine, c'est l'avantage aussi d'être de repos en semaine. Là, je serai de repos, je serai donc, aujourd'hui on est vendredi, je vais travailler samedi, dimanche et je serai de repos lundi, mardi, mercredi. C'est pas mal quand même. Oui. Être en C'est semaine, bien. quand tout est ouvert, avoir du temps de libre pour faire ce qu'on n'a pas peut-être le temps de faire le reste de la semaine quand on travaille. Oui. C'est vrai que c'est différent, mais il y a aussi des points positifs. Ah ben c'est agréable, très agréable. Oui.
Votre poste, là, vous êtes journaliste, vous Hein. êtes un peu plus haut gradé, c'est quoi Non, concrètement? pas au gradé. Le haut gradé, c'est les rédacteurs en chef, les chefs de service, avec les rédacteurs en chef adjoints. Bon, je suis journaliste rédacteur. D'accord. Avec l'ancienneté, elle est sur l'indice de salaire, hein, à Oui, l'ancienneté, tout simplement. Après, par le passé, j'aurais pu solliciter pour être chef d'agence, par exemple, oui, diriger une équipe, un truc comme ça. Mais ça ne m'a pas intéressé parce que j'ai toujours privilégié un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Être chef, diriger une agence comme Montpellier, par exemple, ou comme on est à Nîmes, Béziers ou ailleurs, ça veut dire d'avoir des journées qui commencent en gros à 8h30, 8h30 du matin et vous finissez souvent 21h30, 22h. mm, Ça ne m'intéressait pas. d'accord. Malgré le fait que vous ayez une prime, donc vous gagnez plus, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. C'est pas le fait de gagner plus. J'ai toujours privilégié une qualité de vie, c'est Mm. entre vie personnelle et vie professionnelle. Voilà. C'est pas un Et manque aussi, d'ambition, mais c'est un choix de vie, tout simplement. quel conseil, du coup, là, vous donneriez aux jeunes qui voudraient se lancer? Donc, maintenant, peut-être avec aussi l'expérience que vous avez en voyant des alternants arriver, qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer ou qu'est-ce qu'ils pourraient faire justement pour arriver à réussir dans ce milieu? Alors, la différence avec quand je suis entré en 88, c'est qu'aujourd'hui, la presse souffre. Le modèle économique de la presse est pardon, est très, très compliqué. Les médias sont dans une situation financière très, très, très critique. Ils cherchent à faire des économies, donc c'est pas forcément des recrutements. La seule option, comme je disais, je vois traverser nous, soit effectivement, s'il y a la chance à un moment donné qu'un journaliste qui part et qu'on est obligé de le remplacer, parce c'est un poste pour lequel il faut absolument un remplaçant, ou soit avec le développement d'Internet, il y a un gros turnover chez nous sur Internet, des gens qui partent, soit parce ils sont en stage de courte durée, juste quelques mois, ou alors l'alternance se termine et ils ne sont pas gardés. Donc, il faut toujours tenter. J'ai dit qu'une porte, des portes s'ouvrent à un moment donné, mais essayez d'aller ouvrir des portes. C'est toujours bien d'avoir, bon, alors si on arrive à connaître quelqu'un, un journaliste qui est déjà dans la place, et par son intermédiaire, d'avoir un stage entrée. Très souvent, les stages d'été sont assez révélateurs parce que ils permettent aux candidats de montrer ce qu'ils valent. Vous commencez Mm. par un stage d'été. Alors, quand c'est un stage d'été, il est soit rémunéré, soit pas rémunéré. Il est rémunéré quand vous faites une école de journalisme reconnue par la convention des journalistes et de la profession. Là, il est rémunéré, mais si vous faites une école, une fac, par exemple, donc il n'y a pas de reconnaissance par la convention, voilà, donc c'est pas rémunéré, mais bon, pas grave, vous êtes déjà un pied dedans. Et voilà, c'est déjà une première opportunité pour se montrer ce qu'on sait faire. Et qu'à la fin de l'été, quand le stage d'été se termine, bah, parfois il arrive qu'un média peut avoir besoin ponctuellement sur le reste de l'année, quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui démissionne, voilà, d'un renfort très ponctuel. Et auquel cas, ben, en partant, vous dites, écoutez, si vous avez des opportunités pendant le reste de l'année, je suis disponible, n'hésitez pas. Donc, voilà, ça ne veut pas dire qu'on va vous appeler, mais c'est déjà comme ça. Après, par l'alternance, par Internet, c'est toujours voilà, une autre opportunité pour entrer dans un média. Et c'est vrai que les médias aujourd'hui recrutent beaucoup plus sur leurs équipes Internet, qui font des D'accord. rédactions, qui travaillent, voilà, qui font les articles pour les sites en question. Voilà. Aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel les médias se penchent beaucoup et pour lesquels ils investissent beaucoup en allant chercher. Alors, soyons honnêtes, hein, l'alternance permet de payer à très peu frais, prendre des journalistes à très peu de frais. Mais c'est déjà, vous savez, moi, quand j'ai commencé à l'APEC, pendant un an et demi, j'étais payé, je veux dire exactement, j'étais 1750 francs, avec un bac plus 5 pendant un an et demi. C'était des francs à l'époque, mais bon, il fallait bien commencer par quelque chose. Donc voilà, il y avait une porte, c'était une première marche, si j'ose dire. Voilà. D'accord. Et l'idéal, si on connaît un journaliste, n'hésitez pas à solliciter des journalistes qui vous aideraient à décrocher un stage ponctuel, ou alors se postuler pour une alternance ou se renseigner. Alors, dans ces cas-là, il faut demander faut trouver l'identité du secrétaire général de la rédaction, D'accord. qui sait, avoir son mail, et lui envoyer un mail avec une lettre de motivation et un CV, et lui expliquant son parcours et que ce que, voilà, c'est pour faire acte de candidature. Quoi. Mm. Oui, comme ça peut aussi donner une vision d'ensemble Oui. bah, aux élèves. Et après aussi, bon, la réalité, ce qu'on nous dit, bon, c'est assez semblable, mais vraiment le vivre, c'est autre chose, je pense. Et puis voir aussi les gens travailler au quotidien, ça nous ouvre aussi un peu les yeux sur ça. Oui, et puis je vais vous dire, nous on accueille volontiers parce que souvent on les accueille parce que par des connaissances qu'on a. Les élèves de troisième qui font le stage de découverte en entreprise, par exemple, bon, on les Mm. accueille régulièrement. Et quand ils partent de là, ils sont transformés parce ils ont eu un vécu dans une entreprise, c'est un média, ils ont fréquenté des journalistes, ils sont venus avec nous sur des conférences de presse, ils sont venus avec nous sur des déplacements un peu partout dans la région, sur à chaque fois de thématiques différentes. Donc ils repartent de là, ils sont enchantés, c'est extraordinaire. Alors tout dépend de la personnalité de chacun, bien évidemment, mais très souvent, ceux qui étaient très curieux, très éveillés, qui étaient très dynamiques, ils repartaient de là, ils s'étaient enrichis. Voilà. Donc là, au niveau troisième, donc après, effectivement, quand on sort de l'école ou quand on fait une fac, on fait un stage par exemple avec des livres, voilà, c'est toujours enrichissant, ça permet de découvrir comment ça fonctionne l'intérêt, effectivement. Et on prend des stages d'été avec des gens qui sont en fac, notamment Paul Valéry, à Focom, Moi, ou journalisme à la fac de droit de Montpellier, par exemple, aussi, ça arrive. bah, merci beaucoup en tout cas, Eh Monsieur bien, merci. Maoud. Donc, au fil de cette interview, vous nous avez quand même parlé d'un parcours assez atypique pour aussi monter un peu, aller dans plusieurs départements, donc éducation, en passant aussi à la revue de restaurants, de bars, pour atterrir en économie. Donc, c'est vraiment encourageant aussi pour les étudiants qui nous écoutent, où vraiment on nous rabâche un peu un parcours classique, où il faut faire attention. Bon, maintenant aussi, c'est bien avec vos conseils de nous dire quand même d'aller tenter vers des stages
pour découvrir si aussi ce métier nous conviendrait. Et c'est aussi génial d'entendre que les portes sont ouvertes dans certaines entreprises comme ça, comme le Midi Il Libre. faut, il faut se dire que tout est possible. Après, ça se concrétise pas forcément. Mais il faut pas Oui, partir défaitiste, voilà, en disant, oh, j'ai aucune chance. Non, la preuve, je suis le meilleur exemple. Et dans les rêves les plus fous que j'ai pu avoir en tant qu'étudiant, jamais de ma vie, j'aurais imaginé un jour être journaliste. oui, Et je pense que comment dire, ben, je pense que j'étais un bon journaliste, quoi. c'est Qu'on ce que arrive je à bien exercer son métier, même en n'ayant pas fait d'école de journalisme. c'est ça. Merci beaucoup, monsieur. Ça m'a fait plaisir en Merci tout cas Léa. Bon courage à vous d'avoir et bonne chance parlé pour avec l'avenir, vous. hein. Pour Merci tous beaucoup. ceux qui nous écouteront et qui souhaiteront, qui souhaitent faire devenir journaliste. Donc, bonjour et bienvenue, monsieur François Villard. Vous êtes journaliste français reconnu pour votre rôle central dans la création et la cofondation de La Gazette de Nîmes, donc petite sœur de La Gazette de Montpellier. Fondé en 1999 et ça propose aussi une alternative au monopole quotidien du local Midi Libre. Votre carrière vous a conduit à plusieurs postes clés au sein du journalisme. Vous avez d'abord été rédacteur en chef à Montpellier de 1888 à 1999. Vous avez ensuite pris la charge du développement du site de la Gazette de Nîmes, donc le 26 mars 99. En 2010, vous êtes retourné après la mort de Georges Frêche à Montpellier en tant que reporter. Et Non, vous en tant avez que fait votre en tant que rédacteur en chef. rédacteur en chef. Et vous avez fait votre grand retour en 2014 en tant que grand reporter, rédacteur en chef et rédacteur de la rédaction. Directeur de rédaction. Après. Directeur. Ok, parfait. Aujourd'hui, je vais vous poser quelques petites questions. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu votre parcours? Alors, donc, je m'appelle François Viard, j'ai 62 ans, je suis moi. Et donc, j'ai fait mes études de droit jusqu'au DUG, jusqu'à la licence que j'ai pas eue, à Montpellier, parce que je faisais plus de politique et de syndicalisme que de fac, que d'études. Et à la sortie du service militaire, ben, je me suis orienté vers le journalisme parce que j'avais créé un journal étudiant à Montpellier qui était quand même tiré à 25 exemplaires. Et alors, moi, je suis passé par la petite porte parce que j'ai pas fait d'école de journalisme de façon directe. J'ai fait un contrat de qualification, c'est-à-dire un contrat en alternance avec des temps passés au journal et des temps passés à l'école. C'était donc là, je travaillais dans une radio qui créait une petite rédaction de 3 journalistes. Et et la formation se faisait au CFPJ, le Centre de formation et de perfectionnement des journalistes à Paris, qui était la meilleure école à l'époque à Paris. Donc j'alternais des cours à l'école et le travail sur le terrain à Montpellier. Et au bout d'une année, j'ai invité le préfet de l'Hérault, qui était un homme assez compliqué, qui était très cinglant, qui n'avait pas trop la presse. Et va savoir pourquoi, il m'aimait bien et il a accepté mon interview dans cette petite radio locale là. Et à l'époque, le patron du journal de la Gazette de Montpellier, qui venait de se créer 1 an plus tôt, c'était un truc où tous les jeunes journalistes rêvaient de travailler parce que c'était moderne, ils appliquaient les techniques nouvelles du journalisme, etc. Il a écouté l'émission, il m'a trouvé avoir une langue bien pendue, il posait les bonnes questions et il m'a embauché. C'est comme ça qu'a démarré l'expérience Gazette, où ils m'ont reformé en contrat de qualification, mais plus pour la radio, pour la presse écrite. Alors j'ai davantage été formé par le journal lui-même, parce qu'à l'époque, c'était pas la grande tendresse. Hein. Tant que c'était pas bon, vous restiez à écrire la nuit vos articles, bon, c'est plus du tout le cas. Hein. Mais à l'époque, c'était comme ça. Le rédacteur chef, il me disait, oh bah, t'as le temps jusqu'à 6 heures du matin, je reviens à 6 heures, donc tu as le temps d'écrire. Voilà. Et donc c'était comme ça, et en même temps, il y avait l'école, mais c'était très formateur. Et puis rapidement, j'ai montré des dispositions pour l'enquête, qui est ce qu'on appelle le genre dans le journalisme, c'est-à-dire qui mêle à la fois le reportage, le portrait, la recherche d'informations. Et donc, bah, je m'occupais plus des enquêtes. Alors, au début, l'effet divers pendant une dizaine d'années, avec pas mal de scoops, et puis pas mal de procès aussi, parce que quand on fait des enquêtes, en général, on est le premier à défricher, donc on a des procès que j'ai souvent gagnés, mais parfois perdus. Et puis après, j'ai fait le tour, j'étais nommé rédacteur chef adjoint, donc j'ai fait un peu le tour de toutes les rubriques, la politique, la culture, la pauvre, pendant quelques années. Et j'ai fait encore enfin, à peu près tout le social, à peu près toutes les rubriques du journal. Quoi. Et puis jusqu'en 99, où là, on avait envie de créer depuis longtemps, parce que mon patron est nîmois, Pierre Serre est un journaliste d'origine nîmoise, même si il a fait ses études à Montpellier. Et donc, on avait envie de créer cette gazette à Montpellier, et on a pu le faire parce que la Dépêche du Midi, à l'époque, a pris des parts dans la Gazette de Montpellier qui nous ont permis de financer le lancement de Nîmes, tout en restant propriétaire majoritaire du journal. Voilà comment ça s'est fait. Et l'avantage, c'était qu'on avait 2 journaux, donc on pouvait cumuler 2 locales, en fait. Donc ça permettait d'étendre les ventes. On a créé 7 après. Voilà. Donc ça, voilà D'accord, mon truc. Et petit à petit, bon, je vous dis, j'ai fait des va-et-vient entre Nîmes et Montpellier, mais j'ai toujours travaillé pour la Gazette, en fait. d'accord. Et la Gazette, c'est assez particulier. Par exemple, comparé au Midi Libre, vous êtes quand même un journal et hebdomadaire. Oui, c'est très particulier, pas seulement parce que c'est un hebdo. Alors c'est vrai qu'il y a eu une mode à l'époque de la création de la Gazette, il y avait plusieurs hebdos
qu'on appelait plutôt des city magazines, parce que l'originalité de la Gazette, et des hebdos, il y en a d'autres, de la presse hebdomadaire régionale comme nous, il y en a d'autres, mais c'est une vieille presse, disons, plus souvent catholique et un peu poussiéreuse, très rurale. Alors que là, le journal, c'était l'expérience du city magazine, c'est-à-dire l'idée que l'information de proximité, puisque c'est ça l'important dans un journal local, c'est la proximité, et ben, on pouvait intéresser les gens non seulement de Montpellier, mais du Grand Montpellier, puisque Montpellier était une ville qui, comme disait le géographe Pierre Collet, c'est-à-dire qu'elle avait de l'influence sur les communes alentours, et donc pouvoir vivre de l'information locale. Donc ça, c'était la première. Il y avait trois piliers. Il y avait le fait qu'on était totalement local, le fait qu'il y ait un agenda, parce que ça n'existait pas dans les autres médias. Midi traitait très peu l'agenda culture, comme on le fait, alors qu'on le faisait beaucoup. Et puis les enquêtes. Donc c'était le trépied du journal. Et c'était un hebdo qui était pas cher. Alors, les gens, comme ils lisaient déjà moins qu'avant, c'est-à-dire qu'ils lisaient pas forcément le journal tous les jours, une fois par semaine, ils acceptaient assez facilement. Et donc on a créé un lectorat qui était un peu différent de celui de Midi Libre. On avait que la moitié de nos lecteurs qui lisaient à la fois Midi Libre et la Gazette. Donc il y avait bien un lectorat spécifique. Et ça a mis quelques années à apprendre, mais ça a pris. Et ça a été pareil à Nîmes. Voilà. Alors c'est D'accord. particulier parce qu'à l'époque, il y avait quelques journaux comme nous, City Magazine, il y avait Orléans, les Nouvelles d'Orléans, il y avait Lyon Capital, il y avait 3-4, il y avait un canard dans le sud-ouest à Toulouse, je sais plus comment il s'appelait. Enfin, il y a eu la guerre aussi des hebdos entre Le Monde et la Dépêche tout Toulouse et au Toulouse. Il y avait Marseille Hebdo, il y en a eu 4, et de tout cela, il ne reste plus que nous. Et, D'accord, oui. et non Tribune, la Tribune de Lyon, pardon. Tout ce qui reste. À vos débuts aussi en tant que journaliste, c'est quoi les défis que vous avez rencontrés et c'est quoi aussi les défis que maintenant, comparé à vos débuts, que vous rencontrez plus souvent? Alors, au tout début, la difficulté, alors je parle d'expérience nîmoise, mais ça a été un peu différent à Montpellier, mais parce qu'à Montpellier, mon patron avait déjà un passé, il avait créé le journal de Montpellier, qui était déjà un hebdo, il avait créé Sud, qui était un journal qui couvrait la moitié du sud de la France. Mais alors, ce qui concerne la Gazette de Nîmes plus particulièrement, quand je suis arrivé en mars, Midi avait voulu nous empêcher de nous installer à Nîmes, parce qu'ils n'avaient pas apprécié du tout le succès, enfin, ils avaient sous-estimé le succès de la Gazette de Montpellier, et en fait, la Gazette de Montpellier, aujourd'hui, vend plus ou en tout cas plus de lecteurs à Montpellier que Midi Libre, donc ça, ils n'ont pas aimé du tout. Donc ils ont essayé d'éviter notre implantation à Nîmes. Et pour ça, ils ont créé un autre hebdo qui s'appelait La Semaine de Nîmes. L'amusant d'histoire, c'est que Midi m'avait proposé de prendre la rédaction en chef alors que j'étais à la Gazette. Je leur ai dit non, je ne suis pas un traître. Et donc, ils ont créé la Semaine de Nîmes qui était copiée sur la Gazette, mais seulement la carcasse, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas cette indépendance qu'on a à la Gazette de Montpellier de Nîmes, parce que j'ai un patron journaliste. Donc lui, il est comme tous les patrons, il aime bien gagner un peu d'argent avec la publicité et les ventes, mais il est d'abord journaliste, c'est-à-dire que j'ai jamais été censuré. Jamais. Des engueulades dans D'accord. des rédactions, il y en a eu un max. Parfois, surtout quand on touchait à Fraîche ou des choses comme ça, parce que c'était quand même maire, mais j'ai jamais été censuré, jamais. Donc, D'accord. c'était un journal original. Il avait le courage de sortir des informations que les autres ne sortaient pas. C'était vraiment un journaliste, quoi. Et c'est dû à quoi Intellectuellement, cette prise de position engagée plus que les autres? parce que la Gazette s'est créée comme à l'époque où on a créé la Gazette, il y avait quasiment que le Midi Libre. D'accord, Midi Libre, oui. c'était un monopole. Et quand vous avez un seul journal dans un coin, bah, il fait le tri dans les informations. Si vous l'emmerdez ou si vous payez pas, si vous mettez pas d'appub ou s'il a pas envie de parler de vous, tout simplement, bah, il en parle pas et vous n'existez pas. Or, nous, et s'il veut pas mettre des informations, comme ça a souvent été le cas dans Midi Libre, il en parle pas non plus. Donc, quand il y a un nouveau qui arrive sur le marché et qui lui sort les informations, bah, ça oblige le Midi Libre à les sortir aussi. Alors, je me souviens par exemple de l'affaire Baumé dans le Gard. C'était le maire de Pont-Saint-Esprit qui était poursuivi pour malversation. Midi n'en a jamais parlé. Jusqu'à ce que nous, on en parle, qu'on dévoile les dessous de l'histoire, etc. Donc, ça a été pareil pour plein d'informations du même style. Mais c'est pas, Midi n'est pas le seul à avoir ce défaut. Dans la presse, s'il n'y a pas de pluralisme, s'il n'y a pas plusieurs journaux, c'est toujours une tentation pour arrangement, par l'acheter intellectuel, etc., pour des tas de raisons, pour les intérêts du journal, de ne pas sortir des informations. Mais quand vous avez des confrères, hein, c'est difficile de dire, bah, je ne l'ai pas sorti, parce que les lecteurs, ils voient bien que vous avez censuré des informations. Donc, c'était tout l'intérêt. Et donc, nous, c'était une politique aussi volontaire du patron de vouloir sortir des informations que Midi ne sortait pas pour montrer qu'on était différents. Il fallait vraiment monter. Mhm. Et donc, on avait montré de plusieurs façons qu'on était différents. Ça, c'est l'indépendance d'esprit. Les enquêtes qui étaient faites de façon. Le patron est sorti de l'école de journalisme de Paris, comme du CFJ, lui, major de promo. Il avait travaillé dans des grands journaux parisiens au matin, etc. etc. Donc, il avait, comme on disait à l'époque, une grande idée de la petite information locale. Il voulait que ce soit de la rigueur, comme dans les écoles de journalisme. Donc, on faisait des enquêtes comme à l'école de journalisme. D'accord. Donc, il fallait démontrer, fallait démontrer ce qu'on disait, faire un plan journalistique, une attaque, une chute, etc. Donc, tout ça, ça marquait la différence de qualité aussi. Quand vous faites un hebdomadaire, les gens sont plus exigeants parce que vous avez 7 jours parce que c'est que tous les 7 jours que dans un quotidien. Donc Mhm. il faut sortir des choses correctes, quoi. Et il marquait la différence, notamment avec des angles originaux. Parce que dans le journalisme, il y a cette notion d'angle qui est importante, c'est-à-dire sous quelle façon on traite un sujet, puisqu'on peut traiter de 100 façons différentes un sujet. C'est vrai que vous revenez du coup sur des faits passés qui sont peut-être sortis dans la semaine et vous devez le re-rendre original pour C'est ça. avoir une nouvelle approche. Oui. C'est quand Mais même aussi assez souvent difficile. on pille les confrères, mais tout le monde se pille, hein, mais on pille les Mhm. idées des confrères pour en faire un sujet. Alors de ça, Oui. on peut en faire un gros sujet. Un Mhm. petit fait divers ou un petit truc qui a fait 4 lignes dans mes livres, on en fait un gros sujet dans la Gazette avec l'enquête.
vous avez mentionné tout à l'heure brièvement que vous avez été passé par plein de services. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Quel a été votre peut-être préféré? Quel a été le plus compliqué pour vous à appliquer? Le plus compliqué, c'est quand j'avais 25 ans, donc, que je sortais de la fac, pas très expérimenté. Alors, j'avais une expérience militante, donc ça m'a beaucoup aidé, parce que du coup, je connaissais le fonctionnement des villes, des départements et des régions, mais j'étais journaliste débutant. Donc, je remplaçais un gars qui s'occupait des faits divers. Au début, je faisais pas l'enquête, et ça, c'était très dur. Et je me souviens notamment de la première affaire, la semaine où j'arrive, là, il y a un gamin qui est tué sur un terrain de foot par une barre mobile qui est tombée sur sa tête. À l'époque, elles n'étaient pas accrochées sur les terrains comme aujourd'hui, où on les dépliait pas. Elles étaient mobiles, et lui s'est pendu comme le font souvent les gamins. Il l'a pris sur la tête et il est mort. Et le rédacteur chef me dit, bon, il y a cette affaire, il faut en faire un article, voir si plusieurs, oui, l'enquête, c'est est-ce que plusieurs terrains de foot étaient concernés par ça dans les roues, etc., etc. Donc j'enquête là-dessus, mais il me dit, il faut appeler les parents aussi. Je dis quoi? Si, il faut taper les parents pour vérifier, etc. Alors là, j'ai passé la journée devant le téléphone à le regarder, mais j'ai pas téléphoné aux parents. Et j'ai dit, bah, tu raconteras un mensonge, que tu les as pas vus, etc. Manque de peau, les parents, c'était pas passé exactement comme j'avais écrit. Les parents étaient furax. Ils ont téléphoné au rédacteur chef qui s'est pris une abonnée et qui m'a passé un savon. Et Ouais. qui m'a dit, tu apprendras que on n'appelle pas, appeler les parents, c'est pas scandaleux, c'est juste pour avoir la vérité ou une autre vérifier et recouper, puisque c'est la règle de base des journalistes, ce qu'on te dit. Et ça a été une leçon pour moi. Et c'était pas toujours facile, parce que j'ai traité beaucoup de faits divers un peu trash, enfin trash. Des enfants qui meurent à l'hôpital, donc il faut voir les parents, ça c'était quand même le plus dur, ça, les morts d'enfants, des choses comme ça. L'affaire du sida, du sang contaminé, où il y avait un scandale avec, à l'époque, ce qu'on appelait encore le centre de CRTS, le centre régional de transfusion sanguine. Il a changé de nom, il s'appelle maintenant l'EFS, l'établissement français du sang. Donc, le médecin de Montpellier avait donné, comme celui au plan national, du sang contaminé à des hémophiles qui en sont morts. Et quand j'ai fait l'enquête, j'ai découvert, personne ne voulait me parler, aucun hémophile, parce qu'à l'époque, c'était honteux d'avoir le sida, donc encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, on me dit, sauf une personne accepte de témoigner. Et quand j'ai découvert cette personne, on m'a pas dit qui, bah, c'était un ami que je connaissais très bien. Oui. J'ai découvert, qui est mort depuis d'ailleurs, qui était marié, qui avait une gosse, et qui est mort du sida. Ça m'a bouleversé, évidemment. Et ça a été très dur d'être neutre quand j'ai interviewé le médecin qui était responsable du CRTS et qui avait filé à ses petits préférés le sang chauffé, les facteurs 8, ce qu'on appelle le facteur 8, le plasma chauffé. Donc pas de sang sida, et qui a tué d'autres personnes pour des raisons économiques, comme on l'a fait au niveau national, qui sont tapés le sang contaminé, quoi. C'était surtout les hémophiles qui étaient touchés. Après, bon, il y a eu le sida pour tout le monde, je veux dire, pour les homosexuels notamment, mais ça a été un moment difficile. Et le troisième moment le plus difficile de ma carrière, c'est aussi dans les faits divers. J'étais très ami avec le médecin légiste. Et un jour, alors que je venais de lui téléphoner il y a 3 minutes, il a été tué par un autre ami qui était gendarme. Ils étaient amants tous les deux. C'est un crime passionnel. Et ça m'a beaucoup touché. J'ai dû faire un article aussi. Donc ça a été compliqué, ça. Voilà. D'accord, oui. Les trois Et plus vous compliqués. pouvez pas forcément vous enlever d'une pièce journalistique, forcément. Euh, Tu peux, mais alors aujourd'hui, aujourd'hui, je suis rédacteur, c'est-à-dire que j'écris beaucoup moins. Mm. Je conduis les enquêtes, j'aide les journalistes, je donne les sources, on analyse ensemble. Mais à l'époque, c'est moi qui faisais tout. Donc, l'histoire de l'hémophile, bah, je savais pas que c'était lui. Donc, j'étais à la fin de l'enquête, je pouvais pas dire, bah non, j'arrête tout. Et puis, on était Oui, passé bien nombreux sûr. pour ça. C'est vrai que ça aurait mieux valu parfois. Mais quand j'étais rédacteur chef, quand je connaissais trop les gens, notamment, il y a eu des affaires de corruption, des gens que j'aimais beaucoup dans la politique, et qui sont avérés corrompus. Mais c'est pas parce que je les aimais bien que j'ai pas sorti les affaires, hein, je les ai sortis. Mais j'étais très mal à l'aise. Et donc, Oui, c'est ce que disait Hubert Beuve-Méry, le premier patron du journal Le Monde. Il dit le problème du journalisme, c'est la distance. À quelle distance on se situe des gens? Trop près, on est trop copains, on sort pas les infos, ou on se la ferme parce qu'on connaît trop les gens. Trop loin, on n'a pas d'informations. Donc c'est un juste milieu, et c'est compliqué d'avoir ce juste milieu. C'est pour ça que souvent, moi, j'ai évité les pressions, les trop d'amis. Alors, dans les faits divers, j'étais très copain, je connaissais tous les juges, tous les flics, donc, mais c'était trop. Voilà, mm, après, quand j'ai changé de poste et de catégorie de boulot, je prenais plus mes distances. oui. Voilà. Le truc qui m'a le moins plu, pour être honnête, c'est la culture. Parce D'accord. que Aussi, oui. c'est un monde de chochotte un peu qui vous attendent, qui vous, comme on est obligé, on faisait des critiques de spectacle, et quand je venais, j'entendais il est là, il est là. Parce que la Gazette, ça comptait beaucoup et ça avait une pression monstrueuse. Et j'étais pas non plus le méga cultivé. La seule chose que je savais bien sur la critique, c'est qu'on critique pas en disant c'est bien, c'est mal, sans dire pourquoi ni comment. Il faut expliquer les raisons. Donc ça, on travaille souvent sous la pression. Voilà, donc D'accord. ça j'aimais pas. Et en plus, accessoirement, quand vous êtes journaliste culturel, vous sortez tous les soirs ou presque, vous rentrez à 10h, 11h et on vous attend à 9h au journal, ou sinon vous traitez de feignant alors que vous avez travaillé la veille, quoi. Donc, Oui. par rapport aux collègues, c'était toujours un truc un peu. Voilà. Après, D'accord, oui. après, le poste de rédac chef est un poste complètement différent, où on est, sans être totalement administratif, on mène un paquebot, et donc on a la vision on n'a pas l'angoisse de la page blanche comme le journaliste, enfin pas de l'article blanc, mais de la page entière blanche du journal blanc. Donc, il faut essayer de trouver le bon sujet pour la semaine, qui va faire la une, et trouver des choses intéressantes pour les gens, discuter avec les journalistes sur les enquêtes, les idées. C'est vraiment le chef d'orchestre, hein. C'est un métier différent.
En tant que journaliste, vous conseillez quand même, par exemple, aux jeunes là, qui ont écouté votre histoire sur les faits divers, où il y a des choses dures à faire quand même, il faut quand même savoir aussi poser ses limites. C'est ça aussi que on peut aussi traduire de votre expérience. À poser ses limites. Tout le monde Alors, c'est vrai que spontanément, c'est rare qu'il y ait des gens qui soient candidats au poste de fait diversité, comme on dit, en local. Mm. Et alors, ça m'est arrivé à dire que j'en ai deux qui se battent pour avoir le poste, mais c'est rarissime. Euh, Parce que c'est pas simple de faire le fait divers dans un hebdo comme le nôtre. C'est non seulement les faits qui doivent être vérifiés, et par définition, le fait divers, en général, on n'y est pas. Au moment où les gens sont assassinés, où il y a des morts, on n'y est pas, donc on est loin du fait lui-même. Donc on peut faire que des recoupements avec des sources policières de justice qui sont pas toujours très fiables non plus, parfois des témoins qui ne le sont pas non plus. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est passionnant. Ce qu'il y a, c'est que c'est un peu usant sur le plan émotionnel, quoi. Alors aujourd'hui, j'ai 62 ans, je n'hésite plus à décrocher mon téléphone, ça c'est sûr, mais ça peut rester très fort émotionnellement, quoi. Alors ceci D'accord. dit, à mon avis, il faut savoir tout faire. Si on se cantonne à la culture et à l'agenda, c'est pas vraiment, on n'a pas fait le tour de la question du journalisme. Mais il y a des journalistes spécialisés, ça existe, hein. Chez nous, dans un journal en général, en tout cas pour ce qui est concernant la Gazette, il n'y a pas de rubrique faits divers ou culture ou en tant que tel, mais chacun a des secteurs. Il y a celui qui s'occupe de l'armée, il y a celui qui s'occupe du patrimoine, celui qui s'occupe de la politique, en général c'est un chef, celui qui s'occupe du social, etc. On a chacun des secteurs à suivre, mais on n'a pas que ça à suivre. C'est l'actualité qui mène le menu du journal. C'est quelque chose de social, on le met, c'est rien. On va privilégier le fait divers ou la politique. Est-ce que vous pourriez me décrire aussi une journée dans votre peau? Voilà, une journée basique en tant que rédacteur Alors, en rédacteur chef, en ouais, chef, en chef, bah, oui. la journée, elle commence. Alors, moi, j'étais en vieillissant, je deviens moins lève tôt, donc elle commence vers 7h30. Il faut lire les journaux du jour, à commencer par le midi, ce que ne font pas tous les journalistes. Et des fois, ils lisent même pas leur propre journal, les journalistes. Ça m'en fout, ça d'ailleurs, mais ils lisent leurs articles, ils se roulent dedans, mais moins celui des autres. Donc, il faut commencer par lire les articles locaux, la Marseillaise, ça, voir un peu si quelque chose sur France 3, évidemment, le soir, France 2 le matin, Héros ou Gare. Puis les journaux nationaux, hein, le Monde, dans la mesure où on a les choses, le Monde, éventuellement Libé, le Figaro, enfin, tous les trucs, il faut faire une revue de presse. Ouais, et puis ensuite, j'attaque, justement, je me fais ma journée là, et je regarde ce que les journalistes doivent me rendre, parce qu'un hebdomadaire, c'est comme un quotidien, on doit rendre des choses tous les jours, mais pas le même jour, mais tous les jours. Par exemple, le D'accord. vendredi, on doit avoir rendu les dossiers, la culture, etc., les expositions, les ventes. Donc, je commence par relire ça, puis je vais aider, on va revoir les articles avec les journalistes s'ils sont pas bons, s'il manque des choses, s'il y a des chutes à changer, des attaques et tout comme ça. Je relis aussi l'orthographe, même si on a quelqu'un qui relit au journal, et même si maintenant, depuis quelques mois, on a une mise en page automatique, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, avec une correction d'orthographe, mais ça, il faut quand même qu'on affine en général les corrections. Donc, tout ça, je fais ça un peu tous les jours, et puis j'ai mes propres articles, la recherche des articles la semaine suivante, suivre l'actualité des autres journaux dans Midi Libre, dans la Marseillaise, dans Objectif Gare, qui est un site internet, ni moi, pour savoir s'il y a d'autres infos qu'on peut traiter ou qu'on ne doit pas manquer, etc. Donc, ça fait beaucoup, ça m'occupe déjà, recevoir des gens, faire de la représentation parfois. Et une journée type, en gros, oui, je relis beaucoup, je regarde aussi, je reçois les journalistes, donc je leur dis, ton enquête, il manque ça, ça et ça, il faut qu'ils me disent, ouais, mais j'ai pas le numéro d'un tel ou d'un tel, je cherche les numéros, etc. Donc, D'accord, oui. Vous êtes vraiment une aide pour les journalistes pour qu'ils non, réussissent oui, leurs articles. c'est mon Mm. boulot. En général, D'accord. moi, j'ai un fichier téléphone bon, d'abord, je suis un des plus anciens, donc c'est un peu normal que je connaisse plus de monde, mais j'ai un fichier téléphone qui me permet de les aider aussi quand ils Oui. débarquent. Est-ce que vous avez aussi des projets futurs là dans votre parcours journalistique? Vous voudriez sortir un livre, réaliser d'autres Oui, choses? alors, là, dans 4 jours, je suis à la retraite. Dans Ah, 4 ou 5 jours, je suis à la retraite. Un peu, félicitations. merci. Mais bon, je pars un peu tôt à la retraite, d'abord parce que ma maladie me le permet, et puis parce que c'est vrai que je suis un peu, c'est devenu difficile. Ce qui est difficile en ce moment pour la presse, la Gazette comme tous les autres journaux, c'est qu'on s'est pas remis du Covid. C'est-à-dire D'accord, que, oui. c'est-à-dire que durant le Covid, où j'étais le seul journaliste à travailler, on a fermé, il y avait un chômage partiel, j'étais le seul à travailler sur Internet, on a fait des centaines de milliers de vues. C'était rigolo à faire, ça, mais bon, en même temps, quand on est revenu, on s'est dit, bon, ben, la crise de Covid est passée, les ventes vont repartir. En fait, c'est pas reparti. Les ventes sont plus ou moins reparties, mais les gens ont changé totalement d'habitude. Ils lisent moins peut-être les journaux, comme ils vont moins au cinéma. Et puis, il y a eu une grosse bascule sur le numérique. Nous, ça fait pas très longtemps qu'on est sur le numérique. Aujourd'hui, la presse quotidienne nationale est lue à 80% sur du numérique et à 20% sur du papier, alors que la PHR, au niveau de la presse hebdomadaire régionale, le numérique, c'est 3,9%. Et la Gazette, c'est 21%. C'est pas, et nous, on est dans les gros. Et donc, Ouais. mais c'est peu, je veux dire. Donc, parce qu'on a un lecteur plus vieux, et puis parce que les journaux sont plus anciens aussi, ils ne sont pas modernisés. Donc aujourd'hui, il y a eu ce problème de lecture et on a eu plusieurs problèmes qui se sont cumulés. Les entreprises ont dû rembourser le prêt garanti par l'État, le PGE, qu'ils avaient contracté à 0% par l'État, mais en se disant, bah, je vais placer cet argent parce qu'ils me le prêtent de l'argent à 0%, et puis dès que le Covid est passé, je rembourse l'État, quoi. En fait, Mm. ils sont puisés dedans pour boucher les trous parce que les entreprises ne sont pas reparties. Et puis ça s'est D'accord. cumulé avec le problème de ce qu'on a aujourd'hui dans la presse en général, tout ce qui était les grosses mannes de publicité, c'est-à-dire l'immobilier,
et les bagnoles sont en crise. Donc on n'a plus de publicité, plus de pages de pub pour la bagnole, machin chose, et pas plus de publicité pour l'ouverture d'appartements, etc. Donc tout ça, ça touche vraiment beaucoup la presse. Ça se cumule avec le fait que c'est bien beau de basculer sur le numérique, mais en termes commercial, c'est quand même beaucoup moins rentable que l'écrit. C'est-à-dire que sur l'écrit, on vend des publicités chères, sur le numérique, c'est du pas cher. Et en plus, ceux qui achètent les pubs sont beaucoup plus exigeants sur le numérique. Donc c'est très compliqué tout ça là. Et Mm. du coup, on a supprimé des postes dans tous les journaux. À midi, bon, c'est la moitié du personnel qui a giclé, la moitié des Ah oui, journalistes. quand Hein. même. C'est énorme. Chez nous, il y a eu, on était 50, on est plus de 37, je crois. Donc entre Nîmes et Montpellier, on était une cinquantaine en tout. Donc chez nous, on a perdu un ou deux postes, mais ça se ressent énormément. C'est-à-dire qu'on était déjà, personne n'était feignant. Hein, donc là, c'est encore pire. On a beaucoup de travail, quoi. Et donc ça Il n'y a oblige. pas, il y a pas un développement justement du numérique pour approcher peut-être une nouvelle clientèle ou justement ramener les gens. Et développer le numérique, ça passe pas par les journalistes forcément. Ça passe par le fait que vous allez payer un site, ce qu'on a fait, qui nous a coûté très Mm. cher, qu'il faut payer des webmasters qui sont pas forcément des journalistes, il faut des gens qui gèrent des sites. C'est très compliqué et on les a pas, nous. Nous, on fait tout. Donc, c'est du travail en plus. D'accord, Et, oui. et donc, la difficulté pour un chef, c'est que du coup, on avait, surtout pour la Gazette où on faisait beaucoup d'enquêtes, on fait beaucoup moins d'enquêtes ou en tout cas beaucoup plus facile. C'est-à-dire que là, moi, quand j'étais jeune journaliste, on pouvait m'accorder jusqu'à 1 mois ou 2 mois pour faire une enquête et je faisais quasiment que ça. J'ai fait notamment une enquête sur les violences dans la psychiatrique de la Colombière à Montpellier. On m'avait accordé 2 mois pour le faire. Bon, ça n'a pas abouti, hein, je vous le dis tout de suite, mais on m'avait accordé 2 mois. Là, c'est impensable aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Donc, il faut que je réfléchisse quand je fais un article. Est-ce que je fais une interview, ce qui est rapide à faire? Est-ce que je fais une enquête, ça veut dire plusieurs personnes à voir, etc. Pour rentabiliser le travail des journalistes et remplir le journal. C'est ça qui est devenu compliqué. C'est quand même un message assez peut-être stressant pour des jeunes qui entendent ça. Est-ce que vous conseillerez du coup de se spécialiser dans les écoles de journalisme avec de la vidéo, avec des supports plus numériques? Depuis même quand j'étais jeune, on disait toujours que le journaliste, le secteur était bouché, qu'il n'y avait pas d'emploi, pas d'un coup. Enfin, non, enfin, oui et non, il y a 37 000 journalistes en France. Euh, c'est sûr que c'est pas il y a beaucoup de disparitions de journaux, ça c'est vrai aussi, mais quand vous êtes bon et quand vous avez une passion pour un métier, on vous prend. Hein. Moi, j'ai plus de mal à trouver des journalistes, des bons journalistes aujourd'hui. Euh, j'ai beaucoup de demandes, mais peu de gens bien formés, ou formés tout court, ou qui ont la curiosité. Parce que le paradoxe, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes ou de gens qui sortent des écoles, mais les écoles, c'est pas une obligation. Le journalisme, c'est une profession ouverte. Il faut qu'il y ait des gens qui aient une autre expérience. Et parfois, je préfère des journalistes plus âgés, qui ont vécu, qui ont fait d'autres métiers avant, qui ont une autre expérience, un autre vécu, que des jeunes qui sortent frais et mouillés de l'école et qui comprennent rien. Je préfère un gars militant, même si je vais lui dire attention, un journaliste, c'est pas militant, mais qui a une formation, une forme de pensée un peu politique, que quelqu'un qui débarque en me disant je sais pas ce que c'est qu'un département, je sais pas ce que c'est une ville, je sais pas ce que c'est une région. Donc, Oui. mais en tout cas, ça c'est un peu négatif, mais le truc positif, c'est que si tu es curieux, si tu as envie d'être journaliste, si c'est le métier que tu penses être fait pour toi, ben, tu vas réussir, c'est sûr. Ça j'en suis convaincu. Alors, ça veut pas dire réussir, ça veut pas dire qu'on va pas bosser. Hein. On va bosser. Et les trois collègues avec qui j'ai démarré à la radio, il y en a un qui est journaliste à France 3, qui présente le journal tous les soirs, c'est Florent Hertmann. Il y en a un, Christophe Guéraud, qui était journaliste à Midi jusqu'à il y a peu de temps. Et puis il y a moi qui étais rédacteur chef. Et on était tous les trois des jeunes qui n'ont pas commencé dans les écoles. Hein. Donc on C'est peut. motivant. Oui, mais il faut continuer. Si on a envie, il faut faire ce métier. Après, c'est vrai que si vous faites l'ESJ, l'école. Ah, Allô? allô, oui? Oui, Ah, pardon. c'est Je vous avais perdu un petit moment. voilà, ça remarche. Je sais Oui, pas ce c'est que je bon. disais. Je me disais que si Oui, vous faites l'école. le J. Voilà, si vous faites l'école supérieure de journalisme de Lille, c'est sûr que vous allez trouver une embauche à la sortie. Parce que c'est des journalistes, les profs, c'est des journalistes qui sont à TF1, qui sont, enfin, pas forcément à TF1, en fait, qui sont dans des gros canards, ils repèrent les élèves intéressants et ils vont vous proposer une embauche. Ça, c'est sûr. D'accord. Alors qu'encore que pour les télés, il y a des concours. Hein. Ils en prennent France 2, ils en prennent un ou deux par an. Après le concours de l'école, il y a encore des concours pour la télé. Et bon, si on est le meilleur, on est le meilleur. Alors, c'est sûr que, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sortent de Sciences Po, qui ont fait Sciences Po et autre chose, Sciences Po, Histoire et Sciences Po, des choses comme ça. Mais c'est pas une obligation. Il y a des gens qui sont Mm. doués dans le journalisme sans avoir fait Sciences Po. Hein. Parce que le journalisme, c'est quand même un métier. Moi, j'ai une qualité, enfin, professionnelle, il me semble, c'est que je suis très concret. Je vais sur le terrain. J'ai pas peur d'aller sur le terrain. J'ai pas peur de poser des questions non plus. Donc, si on a ça, tout le monde ne l'a pas. Mm. Il y a des journalistes qui sont capables de vous écrire. Alors, ça veut pas dire que c'est la seule façon de faire du journalisme, mais je veux dire, le concret, c'est quand même pas mal. Être très concret, Oui, aller sur bien le sûr. terrain, c'est bien. Être empathique quand on est journaliste, c'est plutôt une qualité aussi. Il y a des journalistes qui sont de froid comme des poissons. J'avais un collègue, il écrivait parfaitement, mais alors il était glacial, donc il avait peu de sources. On n'avait pas envie de se confier à lui. Donc, et j'en ai d'autres, c'est des tchatcheurs de pas possible, ils vous saoulent, mais il ramène plein d'infos. Donc Ouais. il faut varier les plaisirs, quoi. Mm. Voilà. Il faut être curieux, il faut aimer les autres, il faut être honnête, c'est-à-dire intellectuellement, savoir que c'est très difficile quand on est jeune journaliste
de ne pas confondre ses opinions avec l'information qu'on donne au public. Souvent, on se dit, quel salaud, bah, je vais vous donner l'exemple de l'histoire du sang, là, du sang et du sang, et j'étais pas là pour faire le procès du directeur de trucs, c'était pas mon rôle, c'est ça qui était compliqué. Il fallait que je sois factuel. Et être factuel, des fois, dans la passion, quand on sait que derrière les gens vous mentent comme des arracheurs dedans, mais qu'on peut pas le prouver, bah, on vous donne la version de l'un, la version de l'autre, tant pis, hein, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Voilà. Et ça, c'est compliqué d'accepter. C'est toujours bien pour des étudiants de s'engager dans quelque chose qui Ah, les intéresse et du coup de... ouais, bien sûr. Ouais, C'est une preuve qu'on a des passions. Alors, on n'est pas obligé d'avoir des passions, on peut avoir des passions pour le journalisme, et c'est une preuve oui. qu'on s'intéresse à autre chose que sa fac, quoi. Mm. J'étais prof à la fac Paul Valéry, moi, en licence pro, et je donnais des journaux à faire. J'en avais donné un sur les étudiants étrangers. Et ben, j'étais surpris que dans cette fac de 65 000 étudiants, et la plupart n'avaient même pas un copain étranger, quoi. Il fallait qu'ils cherchent. Et Ah ils oui, râlaient en disant, je me souviens, il y a des étudiants qui disaient, ouais, mais j'en connais pas. Je dis, tu sais, dans une fac de 65 000 personnes ont énormément d'étudiants étrangers, tu connais bien les étudiants étrangers pour faire son portrait, quand même. Voilà, donc c'est des trucs, il faut être un peu curieux, ouais. votre vie personnelle et le journalisme, donc vous m'avez parlé un peu de votre santé aussi, mais donc c'est un métier très exigeant aussi au niveau, après, si vous êtes avec quelqu'un, si vous avez des projets ensemble, Alors, c'est c'est un quelque chose de métier, très prenant. c'est un métier où, sauf dans le service public, la télé, la radio, on est mal payé. Et Mm. la presse hebdomadaire régionale qui a une convention particulière dans le journalisme est la moins bien payée de tous. Donc si tu fais ça pour le fric, à mon avis, c'est une erreur. Il ne faut pas faire ça pour le fric. Et deuxièmement, il ne faut pas espérer, comme le font pas mal de jeunes aujourd'hui, excusez-moi de dire ça, mais pas tous, mais un certain nombre, que vous allez finir à 18 heures. Ce n'est pas possible. Quand j'ai débuté dans le métier, et qu'encore aujourd'hui, on me dit, passez me voir après le travail. C'est souvent comme ça que ça se passe. J'ai fait un reportage, une fois, je m'étais mis en colère parce que j'avais des jeunes stagiaires d'école, c'était un 13 juillet, 18 heures, il fallait 20 heures, il fallait faire un reportage sur les castors de Colias. Personne ne voulait le faire parce que c'était le 13 juillet. Là, c'est le vieux je suis allé le faire à sa place. Mais c'est pas normal. Quand vous êtes journaliste, il faut accepter. Là, quand j'étais responsable du web, je suis allé faire les gens qui se tiraient dessus à Nazub, dans les quartiers, là, qui se faisaient des rafales, j'y allais à 3 heures du matin. Voilà, donc on est parfois obligé de faire ça. Mm. C'est pas... Alors, dans les quotidiens, en général, les journalistes travaillent 6 jours sur 8, ce qui fait qu'ils tournent, ils ont des week-ends, pas des week-ends, etc. Mais dans le journalisme, il faut s'attendre à travailler plus qu'on devrait. Alors, c'est très difficile pour les jeunes générations, visiblement, c'est très difficile de l'accepter, quoi. Alors, de l'autre côté, je les comprends parce que moi, pour ma vie privée, c'est vrai que vous voyez pas trop enfin, les enfants, vous les voyez pas tout le temps, que vos conjoints non plus. Donc tout ça, ça peut être source de tension dans une famille, ça c'est vrai. Mais bon, D'accord. quand on vit avec un journaliste, il est journaliste pas 6 heures ou 8 heures par jour, il est 24 heures sur 24. Même quand on s'empêche, même aujourd'hui ou presque retraité, je me dis, bon, ça t'intéresse plus, mais je peux pas m'empêcher de penser à un sujet quand je vois telle ou telle chose dans ma vie ou dans la ville, quoi. Oui, Tout ça. sinon En vous fait, êtes branché. c'est Oui. mécanique. C'est mécanique. Donc c'est bon, voilà, journaliste et journaliste forever, hein. Et est-ce que vous avez un conseil particulier à donner aussi aux étudiants, par exemple, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour s'améliorer avant d'entrer dans une école de journalisme ou en étant journaliste? Est-ce qu'il y a des sites particuliers que vous connaissez, des petits conseils comme ça? Alors, si je sais pas, je leur conseille de faire des stages s'ils peuvent, dans les journaux. Oui, Parfois, on en prenait pas mal à la Gazette, hein, des jeunes qui voulaient faire des stages pour découvrir un peu ce métier, parce que il faut pas des fois on se trompe, on a une illusion sur ce métier. On pense qu'il n'y a pas d'exigence intellectuelle, mais il y en a une énorme. Et notamment ce que je disais sur cette espèce d'objectivité, enfin c'est pas de l'objectivité puisqu'on choisit les sujets, mais d'honnêteté à l'intérieur d'un article, des fois ils ont beaucoup de mal à ça. Et la recherche d'accord. et la vérification aussi. Donc c'est pas spontané tout ça, c'est des choses que bon, il faut essayer de faire des stages à mon avis. Il faut essayer d'être lucide sur ce qu'on a envie de faire ou pas envie de faire, et pas se tromper sur ce métier qui est quand même un métier de terrain, qui nécessite l'esprit de synthèse. Il faut vraiment avoir l'esprit de synthèse, être capable de faire le premier exercice qu'on apprend quand on est journaliste, c'est une brève, qui, quand, quoi, où, et le pourquoi, comment, éventuellement, mais c'est le qui, quand, quoi, où. Donc il faut avoir cet esprit de synthèse, c'est compliqué. Et à mon avis, si on a une passion pour l'actu, ou pour l'histoire, pour les gens, et qu'on est curieux, bah, il faut essayer de lire la presse le plus possible aussi, ça je veux le dire, c'est quand même très important. Il y a autre chose que le monde, il y a aussi le Parisien, il y a plein d'autres canards à lire. Essayer de s'entraîner. L'essentiel dans le journalisme, le bon journalisme, le vrai, c'est s'entraîner à trouver des angles, c'est-à-dire à travers un fait, par exemple, il y a une série de hold-up dans une banque. On peut décider d'être factuel et de dire, ben voilà, ça fait le troisième hold-up dans une semaine. Puis après, on peut décider de s'interroger sur le pourquoi il y a trois hold-up dans cette banque. Est-ce qu'ils ont un problème de système d'alarme? Est-ce qu'il y aurait des complicités à l'intérieur, etc. Enfin, je vous dis une bêtise, hein, mais il faut savoir se Oui, poser des questions pour trouver des sujets différents. Là, par exemple, moi, je suis un peu passionné par les migrants. Je serais peut-être à la retraite. Parler de ce que j'allais faire, peut-être faire un livre aussi sur une monographie des quartiers de Nîmes qui m'intéresse depuis longtemps. Mais je vais peut-être travailler sur la question des migrants. J'aimerais bien faire un article sur les gamins qui vont étudier à Carré d'Art à Nîmes et qui passent leur après-midi, qui éventuellement dorment dans les fauteuils à côté des BD, etc. parce qu'ils ont pas où dormir. Donc ça m'intéresse. C'est des sujets, je l'ai vu de mes yeux, mais je sais qu'il y a des associés qui leur donnent des cours, c'est intéressant. Donc on peut faire des reportages différents. C'est pas forcément larmoyant, quoi. oui. Il faut être curieux
faut être curieux de ce qui change dans la vie, de se dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. C'est ça le principe du journalisme. Qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est intéressant. Voilà. Je sais pas. Alors, mais à mon avis, faire des stages, Oui, euh, quitte à aller se présenter directement sur les lieux de la rédaction, parce que on reçoit beaucoup de mails, donc c'est toujours mieux d'aller voir les gens, même si ça emmerde le chef, faut essayer. Moi, je reçois, d'accord. j'ai pitié, ça aide, voilà. Et puis voilà, et puis lire la presse, et puis s'entraîner à trouver ce qui pourrait être intéressant, ce qui aurait pu être complété, etc. Je crois. Ok. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Viard. Je vous en prie, Et Léa. c'était super. J'espère voir plein de publications, enfin vos dernières publications en tout cas dans la Gazette. D'accord. Merci beaucoup, Léa.